Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle émission Temps Mort Show, épisode je ne sais plus combien. C'est moi, DJ Flexta, qui est la charge de présenter cette émission aujourd'hui. À ma droite, j'ai l'homme que l'on nomme Mills, Gucci Mills. Voilà, je suis habitué maintenant. Ils me voient. Ça fait un mois qu'ils m'ont pas vu d'ailleurs. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas vu. Il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, mais on est de retour. Et ça fait du bien de revenir là et il se passe beaucoup de choses dans cette fin de saison là. Un grand sourire vraiment. Non, mais dément parce qu'en plus on a deux associés qui sont pas là aujourd'hui, donc shout out à Angelo qui pour raison professionnelle n'est pas là et shout out à Ali qui. Oh, donne pas des noms d'excuses, tout ça, ils sont pas là, tant pis pour eux. Là, tu fais des mots d'excuses, on dirait le mec de la sécu, tout ça. Tu vois, ça là, c'est les médecins qui font des faux arrêts maladie là. Les gens demandent. Dr Mills. Fais-moi un faux arrêt pour. Les gens sont apprécient nos camarades. Oui, mais ils sont pas là. Tant pis. Bon. Fallait être là. Ouais. Bon. Aujourd'hui, on a un gros programme. C'est la fin de la saison NBA, officiellement. Il y a plein de choses à venir. Il y a une émission qui viendra sur les previews, sur tout ce qui va se passer. Mais comme vous avez pu le constater, on est Mills et moi, et on n'est pas seul. On est avec Aladin Amdouni. Yes. Coach, entrepreneur, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous aujourd'hui. Coach de basket et entrepreneur, ravi de participer à l'émission pour la première fois. C'est pas la dernière, j'en espère. J'espère que c'est pas la dernière, on verra bien. En tout cas, j'ai aiguisé mes arguments et normalement, je serais pas d'accord avec vous. Enfin, même si je suis d'accord, je veux pas l'être. Voilà, ok. Tu connais l'émission, toi. Tu connais l'émission, t'as bien suivi. Donc, on a un programme assez chargé aujourd'hui. La NBA, c'est terminé. Il s'est passé plein de choses cette saison. On va revenir dessus. On va faire un petit top et flop. Premier top et flop de la chaîne, on en a jamais fait. Et ensuite, les coups de cœur, nos joueurs, nos équipes, voilà, ce qui nous a le plus et le plus. Ouais, c'est coup de cœur, allez. Oui. C'est pas coup de gueule. Oh, mais je sens qu'Aladin, il va venir avec il y a des coups de gueule à faire en tous les cas. Donc on en fera. Ok. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La saison 2025-2026 est terminée. Régulière, ouais. La saison régulière, bien sûr. Là, parce qu'on rentre dans un autre sport qui s'appelle le playoff basketball. Oui, les gens vont défendre. Défendre. Ils vont découvrir ce que c'est. Oh. Fini les 154 à 158. Mais oui. Vous êtes dur. J'ai envie de, Mills, tiens, on va commencer par toi. Mm-hmm. Quel est le bilan que tu fais de cette saison 2025-2026? Ce qui est intéressant avec la NBA, c'est que c'est toujours des saisons différentes d'une saison à l'autre. Moi, je l'ai trouvé un peu plus passionnante que l'année dernière. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, à l'Est, là, on critiquait beaucoup l'Est en disant que oui, il n'y a pas de niveau, quoi que ce soit. J'ai trouvé l'Est très intéressante cette année. Il y a 10 équipes qui ont un bilan positif. Ça se bat jusqu'à la dernière journée. Là, on le voit sur le classement, la 5e, la 10e place, ça se bat pour les playoffs. Après, bien évidemment, il y a un point commun avec la conférence Ouest, qui est que les 5 dernières équipes de chaque conférence ont joué le tanking. Donc, en gros, c'était une saison à 20 équipes. Mais franchement, moi, j'ai trouvé plutôt intéressante. Vraiment, j'ai trouvé plus intéressante. Que ce soit le All-Star Game, que j'ai trouvé un peu plus dynamique que les années précédentes. Une course au MVP qui était assez agréable à regarder, malgré la règle de 65 matchs, etc. Ça a poussé aussi beaucoup de joueurs à jouer beaucoup plus de matchs. Jusqu'à la fin, on avait quand même pas mal de choses. Et donc, ouais, moi, j'ai trouvé assez passionnant cette année. Moi, franchement, j'ai trouvé intéressante à regarder, à commenter. Et c'est la première saison qu'on commente totalement avec le Temps Mort Show. J'ai trouvé intéressant, vraiment. Ok. Aladin, je vais te demander. Écoute, pour moi, c'est une belle saison. Je le rejoins. C'est beaucoup plus homogène que les autres années, je trouve, des deux côtés. Même si, effectivement, je trouve que le tanking, vraiment, ça bousille un peu les fins de saison. Même pas les fins de saison. On a qui commencent en décembre déjà. C'est un truc de fou. Ou qui font que ça de toute la saison. C'est de la folie. Et même si statistiquement prouvé, ça sert pas à grand chose en réalité. Donc, regarde, les Spurs, ils étaient 5e au tanking et finalement, ils ont eu le premier choix de la draft. Donc, à part ça, en réalité, c'est quand même une belle saison où les Français ont beaucoup existé. Moi, je vais parler de ça tout à l'heure. C'est une belle saison pour les Français. C'est peut-être la meilleure parce qu'on a quand même un mec qui est candidat pour être MVP, qui va sûrement être défenseur de l'année. Donc voilà, on peut pas le nier que la saison des Français est plutôt très bonne et moi je vais plutôt retenir ça. Après, pour moi, les choses sérieuses commencent
Commence maintenant. Hein. Avant, la messe était un peu dite, j'ai envie de dire. Ok. Le bilan que je fais de cette saison, pour moi, en fait, elle est passée vite. Ouais. C'est un truc de dingue. En fait, j'ai l'impression qu'elle a commencé il y a pas longtemps. On dit, ouais, bon, c'est que les premiers matchs. Et on se retrouve quelques mois après, c'est déjà fini. Donc, je trouve qu'elle est passée très, très vite. Ensuite, je trouve que c'est une saison qui a été romanesque. Oui, il y a pas mal de péripéties. Il y a eu tellement de les trades d'histoires, de machin, de ceci, de cela. Un jour, c'est le drame. Le lendemain, c'est l'extase. Le surlendemain, c'est la passion. C'est pour ça qu'on aime la NBA en soi. Bah, pour le coup, je trouve que par rapport à aller aux 5-6 dernières saisons-là, où il n'y avait pas grand-chose qui se passait, là, dans chaque équipe, il y avait des histoires de dingue, des histoires à raconter, tu vois. C'est vrai. Évidemment, on va pas pouvoir passer au-delà du truc du tanking, mais pour moi, c'est une saison en... J'ai envie de dire qu'elle a tout gâché. En fait, la NBA, elle avait tout pour faire la saison, l'une des plus belles saisons par rapport à tout ce qui se passe. On a vu l'éclosion de plein de nouveaux joueurs. On a vu des équipes se révéler, des grosses franchises revenir. Et il y a eu des affaires, il y a eu le tanking, il y a eu plein de choses, certains comportements même, des déclarations qui font que tu te dis, ouais, mais les gars, en fait, là, vous avez abîmé le produit NBA que vous voulez vendre auprès du monde entier. Vous êtes en train de l'abîmer, alors que vous étiez sur quelque chose de plutôt positif avec les prises de position de Adam Silver, qui a essayé de prendre les choses en main, etc., etc. Donc, bilan mitigé pour moi. Bilan mitigé. Malgré les belles surprises, quand tu prends les dingueries qu'il y a eu, ça équilibre le tout et ça fait un bilan mitigé, tu vois. On a vu pire. Hein. Ouais, on a vu pire. C'est ça que je me dis. On a vu pire comme saison mitigée, vraiment. Ouais, c'est ça que je me dis aussi. Moi, je trouve vraiment cette saison était agréable. Même en termes de NBA Cup, j'ai trouvé franchement c'est vrai, ça. Dynamique, ça, vrai. intéressante. Là, on critiquait. Tu sais, l'année dernière, on critiquait même au début, avant que la NBA Cup commence, on se disait ça va être bizarre. Mais finalement, on a vu des bons matchs, des OKC Spurs, limite. Voilà, c'est des matchs très intéressants. On a le début d'une rivalité. Est-ce qu'ils auraient été différents si ça n'avait pas été au sein de la NBA Cup? Ça a ramené quelque chose quand même. Parce que même on a vu... Ça rajoutait un titre. Oui, ça rajoutait quelque chose, c'est une demi-finale. En fait, jusqu'à là, les mecs ne jouaient pas pas pour gagner, mais vous avez compris. Ouais. Mais ça nous a fait respirer au milieu de la saison avec des équipes qui voulaient vraiment gagner quelque chose. Exactement. Et puis, il y a aussi l'All-Star Game. Je pense que c'est le début d'un bon match. Ouais. C'est un bon début. Tu vois, c'est Wemby qui a impulsé ça en plus. C'est un bon début. Je trouve qu'on commence à être ça. Et je pense qu'il y en a quelqu'un qui m'a dit ça quand j'en ai parlé. Il m'a dit, ouais, c'est une saison de transition. Et je pense que c'est pas totalement faux. Parce qu'en fait, on arrive à un moment où c'est plus LeBron, c'est plus Steph, c'est plus KG, c'est plus Harden. Maintenant, les grands trucs. Maintenant, on arrive où les Wemby, les Edwards, petit à petit, ça commence à vraiment être leur NBA. Même si ça devait l'être depuis un petit moment pour Edwards, SGA, parce que c'est déjà les SGA, c'est déjà les Jokic, c'est déjà... Mais eux, en fait, ils sont pas numéro 1 en termes de marketing, etc. Je pense que là, on commence à se rendre compte que, tu vois, on avait un LeBron passé troisième option dans son équipe. Tu vois, et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Et même à 41 ans, ça nous surprend même, parce qu'on sait que l'ego des joueurs, on sait comment ça se passe et même tout. Même si je trouve qu'il a été intelligent là-dedans. Oui. Il a été intelligent, il a lâché la balle, il s'est mis à jouer des backdoors, à se mettre dans les corners, à moins de demander le ballon. Tu vois, il a quand même pris un peu sur son ego et il a été intelligent sur ça au moins. Ouais, mais moi, je pense que au-delà du fait qu'il soit que sa série était cassée. Ouais, et déjà, voilà. Au-delà d'être intelligent, je pense qu'il a été aussi très stratège dans le fait de, en tout cas, si ça flop, on pourra pas dire que c'est de ma faute. C'est ça. Tu vois, moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire, etc., etc. Parce que tu vois, le match où Lucas, il prend la décision bizarre en fin de match, lui, tout de suite, hein, il est dans le vestiaire, il dit, je sais pas ce que Lucas, il a vu sur ça, allez lui demander, etc. Vraiment, en mode, moi, je me lave les mains, ce sera pas moi. Ça montre d'une certaine intelligence, mais aussi un peu une certaine, pas lâcheté, mais vous arrêtez pas de dire que c'est plus mon équipe que je dois prendre le truc, donc vas-y, la responsabilité revient à Lucas. Et Lucas doit assumer. C'est aussi ça, être un leader, tu vois ce que je veux dire. Après, on arrive en playoff, il n'y a pas de Lucas, il n'y a pas d'Austin Reeves. Mais c'est lui. Qui c'est le patron, c'est encore lui. Hein. Donc lui. En réalité, je sais pas s'il a vraiment pris Ah, mais là, c'est pas voulu. C'est pas voulu. Là, mais c'est un espèce Moi, de j'ai hâte des de voir circonstances. si en playoff, ils ont vraiment partagé vraiment les places.
Ça veut dire qui est la première option, qui est la deuxième option, qui est Parce la que c'est troisième ça le option. révélateur. Ouais, mais Exactement. le problème, c'est qu'il n'y a pas Doncic, il n'y a pas Reeves, donc tu peux pas le savoir au final. Oui, je suis d'accord. Mais ça sera lui, c'est sûr. C'est sûr, ça sera lui. Il C'est ça que y aura pas une piqûre magique. Non, mais là, Doncic est retourné en Slovénie, là. Il est parti voir ses filles. Donc, en soi, là... Mais après, il Il y en a revient même pas du des tout gens des qui playoffs, disent les que deux, bon. là. Hein? Il y a pas de retour de tous les playoffs, là. C'est le premier tour. Ce serait, ce serait, Premier tour, ouais, c'est ça. Mais tu joues Houston ou tu joues Minnesota. Je doute qu'avec ces deux-là, gagner en 7 matchs, tu vas prendre 4 matchs, Houston ou Minnesota, sans Reeves et sans Doncic. Par contre, s'ils passent, ils vont récupérer 2 mecs frais. Alors peut-être que lui sera il aura un peu porté l'équipe et il sera un peu plus cuit. S'ils passent là sans eux, ça peut être intéressant. Parce que tu récupères des mecs frais qui n'ont pas joué 7 matchs chacun. C'est vrai. Mais par contre, retourner en Slovénie, Ah oui, ça, là-dessus. il D'accord. y en a plein de gens qui disent, toi là, tu voulais retourner. Après, bon, je vais pas parler de ses enfants parce que si c'est ça, voilà. Non. Mais c'est un peu bizarre. Ouais, mais Enfin, bref. je pense que s'il était blessé, il serait pas retourné en Slovénie. Lucas Doncic Oui, sur mais ça. Oui, mais t'es le meilleur joueur de ton équipe. Exactement. Est-ce qu'on a déjà vu Kobe ne pas s'asseoir sur le banc quand il était blessé? Si, mais sauf que là, c'est le dernier match. Le temps qu'il revienne, parce que là, c'est le dernier match de saison régulière. Le temps qu'il repasse aller-retour, il peut revenir pour le premier tour. Ah oui, moi je dirais, s'il est sur le banc le premier match des playoffs et qu'il fait les déplacements avec les mecs et tout, ok, Bah, tu vois, de toute façon, c'est un dernier match qui sert à rien en plus. Ouais. Après les gars, on a vu un mec qui avait besoin d'aller à Las Vegas avec Carmen Electra, faire la bringue. Oui, Ouais. c'était une autre génération. Une autre génération. Lui, il a une situation délicate. On a même vu des mecs, on savait pas où ils étaient. C'est le même joueur, hein. Pour être même joueur. Mais ok là-dessus. Sur tout ce qui est, vous dites que la saison, elle aurait, pour vous, elle est excellente d'un point de vue Je dis jeu. pas excellente. Je dis passionnante. Passionnante, non, mais d'un point de vue C'est jeu. autre chose. Non, dans le jeu, on aura toujours cette critique-là, on se dira, ouais, ça défend moins bien qu'il y a quelques années. Oui. En fait, faut l'accepter. Dans tous les cas, si tu compares la défense par rapport à quelques années, tu diras toujours que ça défend moins. Je trouve qu'il y a des équipes où, par exemple, comme Détroit, je trouve que c'est une équipe qui défend bien. Je trouve que sur certaines choses, quand les arbitres ont arrêté de siffler les fautes pour SJ au bout d'un moment de la saison, évidemment, ça devient un peu plus compliqué pour OKC. Et du coup, c'était un peu plus serré. Quand tu vois des matchs contre Spurs OKC, tous les matchs étaient intéressants à regarder. Quand tu vois des matchs de Denver qui affrontent OKC, Denver qui affronte San Antonio, c'est des matchs qui sont intéressants à regarder. Donc, ça veut dire que les grosses équipes, quand ils s'affrontent. Exactement. Et finalement, les meilleures défenses, elles sont devant. Hein. Oui. Exactement. Les Spurs, c'est devant. Tu vois, toutes ces équipes. Détroit, c'est devant. OKC, c'est devant. Et dès que tu durcis un peu en défense, t'es devant. Il y a quand même de la défense. Il y en a moins parce que le jeu est beaucoup plus rapide, beaucoup plus speed, etc. Mais et tu joues les plus équipes aussi. ont commencé à resserrer un peu et c'est intéressant, comme je te dis. Ok. Top et flop? Vous voulez qu'on passe directement au top et flop? Ouais, Parce que, après, pour moi, c'est une saison qui va préparer la saison prochaine. C'est pour ça que Là où je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que imagine, il a raison, la nouvelle génération, elle a l'air d'être un peu plus de la rivalité. Ça veut dire, si l'année prochaine, t'as un vrai All-Star Game où les mecs jouent, t'as une vraie NBA Cut où les mecs jouent, ça veut dire, là, la période un peu bizarre où les mecs ne défendent pas, t'as des respirations où tu vas voir des vrais matchs de basket. Et après, t'as les playoffs qui arrivent très vite, ça te fera peut-être une saison qui va être pleine avec des mecs qui vont défendre et qui vont jouer des vrais matchs. Après, là, ce qui fausse la saison, c'est les 65 matchs. Ouais. Ça veut dire, les mecs, même s'ils sont fatigués, ils vont jouer quand même pour avoir quelque chose à la fin. Mais justement, on parle de top et flop. La règle de 65 matchs, top ou flop? Flop. Flop, comment elle est faite aujourd'hui? c'est vrai qu'au début, moi, j'étais catégorique. Je disais, ouais, c'était une bonne chose. Et en réalité, c'est difficile d'en juger parce qu'elle est trop récente. Donc, si tu l'avais appliquée aux années précédentes, il y aurait peut-être des surprises, etc. Du côté, là où tu peux dire que c'est une bonne chose, c'est que ça permet de remettre au centre Les centres du village, tu vois. de la meilleure des qualités, c'est la disponibilité. Faut être là. D'un autre Après, côté, quand les mecs sont vraiment blessés vraiment pour de mais vrai. d'un autre côté, si le mec il finit MVP en jouant moins de 65 matchs, c'est que sur le reste, il a été super fort. Ouais, mais Oui. en fait, Si t'es capable de porter ton équipe sur, on va dire, allez, 60 matchs au lieu de 65, ça veut dire que t'en as loupé 22 et t'es quand même, selon tes pairs, le meilleur joueur de la ligue, c'est que tu le mérites quelque part. Mais, tu vois, oui, mais après, il y a un pour et un contre. Alors, moi, dans le contre, c'est que aucun MVP ne joue moins de 65 matchs en temps global. Ben oui, c'est ça. C'est ça, en fait. En général, quand tu regardes l'histoire des MVP, ils sont tous à 70, 75, 80, des fois 82 dans les années 90. Tu vois. Maintenant, le truc, c'est que, là, on parle des circonstances.
un Luka Doncic qui prend 2 matchs absents parce que il va aller voir son enfant, par exemple, est-ce qu'on doit le condamner pareil que les blessures? Non. Là, ce qui a été positif, en tout cas, c'était que au moins les joueurs, il n'y avait pas de load management. Et après, faut pas oublier, quand tu joues pas, tes stats ne baissent pas. Oui. Vaut mieux jouer un match, en tout cas pour les stats, vaut mieux un match qui n'est pas joué qu'un mauvais match. Ouais. C'est aussi ça. C'est ça. Mais en tout cas, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'il faudrait peut-être adapter les choses parce qu'en fait, pour moi, le MVP, 65 matchs, je suis d'accord, mais le All-NBA Team, je trouve que ça fait un peu trop dur. Parce que le All-NBA Team, c'est 15 joueurs. C'est des joueurs qui vont entrer dans All-NBA Team sans forcément avoir le niveau... Enfin, pas le niveau J, parce qu'ils ont un peu le niveau. S'ils sont au bord du All-NBA Team, c'est qu'ils ont le niveau. Mais ça veut dire qu'ils vont gratter même des contrats, parce qu'on sait déjà que les joueurs, il y a beaucoup de joueurs, ils ont des clauses. Ils ont des clauses, oui, si t'arrives dans le All-NBA Team, tu gagnes plus d'argent. Et je pense que même les franchises, ça va pas forcément leur plaire. Parce qu'ils vont se dire quoi? Ben, je perds de l'argent en payant le joueur. Ok, cool. Pour lui, le joueur, c'est bien. Mais ça veut dire que le joueur là, il aurait pu être All-NBA Team. Et même le joueur, justement, qui dans sa clause doit être dans la All-NBA Team, mais qu'à cause de 65 matchs, il n'y est pas. Du coup, il a pas sa prime. Comment il réagit, lui? C'est très bizarre, surtout que 65 matchs, c'est pas 35 matchs non plus, tu vois ce que je veux dire? 65 non, matchs, 65, faut les jouer, les gars. Tu vois ce que c'est costaud quand même. Il y a pas un mec en Europe qui joue 65 matchs, de perdre tout ça, alors que t'as joué quand même les 2 tiers les 3 quarts, les 2 tiers de la saison, c'est un peu dur. Pour le MVP, vraiment pour les très gros trophées, bon allez, ça peut s'entendre. Mais pour les All-NBA Team, on estime que sur tous ces matchs-là, t'as été le meilleur. Est-ce que les 30 matchs restants, ils auraient changé Et même, il y a un effet un peu vicieux, c'est que t'as des mecs qui disent, de toute façon, j'aurais pas les 65 matchs, je reviens pas. Je reste blessé. Tu vois? Ça veut dire, ils vont peut-être ralentir leur reprise ou prendre un peu plus de repos. Ça veut dire que t'as des stars qui restent en dehors du terrain, ce qui n'arrange pas la NBA quelque part. Pour reprendre l'année d'après et pouvoir jouer les 65 matchs parce qu'ils vont faire leur calcul. Ah, je vais finir à 57 ou à 58, même si je reprends. Dans ce cas, je reprends pas, c'est mieux, tu vois. Je fais une demi-saison blanche entre parenthèses et on verra l'année prochaine. Ça t'enlève aussi des joueurs, tu vois. Peut-être qu'il y a des joueurs qu'ils auraient repris plus tôt. Mais là. Mais surtout aussi, un truc aussi, c'est que ça néglige un peu la legacy de certains joueurs. Je prends un exemple. Dans 5 ans, les gens qui vont commencer à regarder la NBA, ils vont voir les All-NBA Team. Par exemple, Luka Doncic n'est pas là. Pour eux, ça voudrait dire quoi? Ah, ben, Luka Doncic n'avait pas le niveau pour être dans All-NBA Team. Et pourtant, sur nous, on a vécu la saison. C'est un mois de mars, ça plus limite, c'est à 40 points de moyenne. C'est, un mec qui était dans le top 5 MVP, mais limite, il t'a rentré dans le top 3. Comment il peut ne pas y être, même avec 50 matchs? Exactement. Et c'est ça aussi que ça va jouer. On sait que les Américains sont très, très pointus sur la legacy de joueurs, leur héritage, ce qu'ils vont apporter, parce que dans les débats, où on te place en all-time et tout, les Américains sont très dans les joueurs même. Parce que nous, faut que les gens se rappellent aussi, c'est que nous, en France, il y a des médias basket, mais là-bas, il y en a partout. Tu vas dans des bars, il y a ESPN qui tourne, tu vas dans des trucs, c'est omniprésent. Ça parle de sport tous les jours. Il y a des débats tous les jours basket. Il y a des podcasts, il y en a à l'appel. Donc, c'est vrai. Ça veut dire que ça rentre dans la tête des joueurs. L'histoire des GOAT, des trucs, tout le monde est au courant de ces histoires-là, tout le monde en parle, même entre eux, ils en parlent des joueurs. Bien sûr. Donc, voilà. Alors oui. Ouais. Mais, encore une fois, cette règle, elle est trop récente de toute manière. Oui. Et en plus, est-ce qu'elle règle vraiment le problème? Parce que cette règle, encore une fois, il faut toujours le rappeler, c'est pour lutter contre le load management. Le load management, qu'est-ce que c'est? C'est que le coach décidait de reposer des joueurs qui n'étaient pas blessés. C'est-à-dire que les fans, les gens qui regardent les matchs quand ils sont télévisés, ils venaient dans la salle, le joueur star, il jouait pas parce que flemme, ou je suis un peu fatigué, ou je veux me reposer. Ça, je comprends que ce soit relou, etc. Mais je suis d'accord. Mais si le coach le fait, il y a 2 raisons. Soit il a gagné assez de matchs, il a plus besoin de son joueur. Ça veut dire ils ont fait le job avant, quelque part. Soit ils vont tanker. Là, ça a un problème. Tu vois? Mais concrètement, aujourd'hui, je donne un exemple. Aujourd'hui, si tu décides de faire opposer Jokic, par exemple. OK? Parce que peut-être qu'il est fatigué, ainsi de suite. Tu veux le préserver. Mais les mecs, ils sont premiers, ils ont 5 victoires d'avance. Ils font ce qu'ils veulent, en réalité. Tu vas pas le mettre sur le terrain juste pour faire plaisir aux gens. Même si je comprends que c'est un business, y a pas de souci. C'est ça, en fait. Mais est-ce qu'on met en avant le côté business et le gars qui a payé son billet 6 mois pour venir d'Australie, il faut qu'il voie où qu'il jouait? Ou est-ce que l'aspect sportif prime? Et s'il reste 5 matchs avant les playoffs, t'as intérêt à l'avoir pour le premier match des playoffs plutôt que de risquer de le blesser contre une équipe qui tank. T'as une raison là. Ben, regarde la blessure de Doncic. On en parlait. La blessure de Doncic. Doncic avait déjà des douleurs. On l'a fait jouer parce que tu peux jouer.
on va le faire jouer. Au final, on le perd pour les playoffs et tu perds aussi une rive. C'est-à-dire que ces blessures-là, ischio, etc., ça veut dire que t'as déjà des avertissements. C'est-à-dire que ton corps, il te prévient déjà que, attention, t'as retiré. Et là, à cause, on va dire, du truc du MVP, du 65 matchs, ben, il a dû jouer comme ça. Je pense que JJ Redick, sur le coup, aurait dû le dire, ok, là, tu joues pas, etc. Ça l'aurait préservé, mais au final, on aurait dit, oui, mais load management, les joueurs. Pour moi, le load management, ça a toujours existé, hein. On sait, hein. Greg Popovich, par exemple, les Spurs sont abusés. Bien sûr, c'est lui l'inventeur. Ouais. Et je pense que surtout, la NBA, ce qui dérange, c'est quand tu le fais quand les équipes passent en chaîne nationale. Tu sais, quand ça passe pas, tu sais, que Washington, tant que leurs joueurs, tu sais, la NBA, ils s'en foutent un peu, concrètement. Mais quand, par exemple, des équipes comme OKC, je prends OKC, Boston, quoi que ce soit, t'as OKC, Boston, on va dire, sur ABC, et que après, oh, y a pas Brown, oh, y a pas SGA, ouais, finalement, oui. Le truc, ça fait que le rating baisse, le taux d'audience baisse, et du coup, la NBA perd de l'argent. Ouais, mais là, c'est le coach qui parle, c'est même stratégique. Exemple simple. Si tu sais que tu risques de jouer une équipe en demi-finale de conf, et tu les joues, on va dire, 3 matchs avant le début des playoffs, t'as intérêt à ne pas faire jouer tes meilleurs joueurs si le classement ne bouge pas. Tu vas pas prendre le risque d'être scouté un peu plus, quelque part, alors que tu vas les jouer 2 semaines après. Ouais, de créer du doute, ou je sais pas. Voilà, c'est aussi ça. Ah. Tu dis, je mets mes joueurs dehors, ça fait un effet négatif à personne. Ça se trouve, d'ailleurs, les 2 équipes le font, hein, en général, quand ils sont sûrs, les 2 équipes. Après, regarde, ça fait prendre des risques énormes aux joueurs. Regarde, Wemby, là, quand il s'est blessé, il est revenu sur le terrain juste pour valider les 20 minutes. Tu vois, et être à 20 minutes et 30 secondes et sortir. On savait même pas ce qu'il avait réellement. Donc, il a pris un vrai risque juste pour revenir sur le terrain et jouer 10 minutes en plus et avoir validé un match en plus. Ouais. Tu vois, et ça se trouve, il l'aurait laissé au repos les 2 matchs d'après. Alors que là, non, même si tout va bien, il en a mis 40 sur le dernier, ainsi de suite. Mais ça, c'est quand même un risque. En fait, alors qu'il était à 62, il était pas à 12, quoi, tu vois. Ça rajoute un enjeu, une pression en plus. Mais tu sais, pour moi, clairement, ce cas-là, c'est un cas d'école, parce que on est vraiment à la limite du sport et du business. Mais oui. Parce que d'un point de vue sportif, évidemment que le load management, c'est bien. Si on c'est prend gérer juste le truc, parce que, bien sûr. tu vois, quand, je fais encore une analogie avec le foot, vous allez voir où je veux en venir. Tu vois, quand Zidane, il arrive au Real et qu'il dit à Ronaldo, tu vas pas jouer tous les matchs. Parce que, moi, je veux que tu joues encore longtemps. Donc, quand c'est contre Leganés ou je sais pas quoi, les mecs, tes coéquipiers peuvent leur mettre 3-0, etc. Ne joue pas. Tout le monde applaudit. Tout le monde dit que c'est magnifique. Même si d'un point de vue business, en réalité, c'est pas logique d'avoir ton meilleur joueur. Mais tu dois le préserver aussi pour les échéances parce que sportivement, tu l'as dit, toi, en plus, en tant que coach, tu sais ce que c'est. T'as des objectifs et tu dois garder ton effectif. Tu dois pas gérer que les performances sportives. Tu dois aussi gérer les corps de tes athlètes. Mais là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et même, regarde, si on prend le cas Wemby, quelqu'un sur cette planète voit Wemby ne pas être meilleur défenseur à 64 matchs et demi? Vraiment, les gars? Tu vois, est-ce qu'à la 64 et demi, il est tellement dominant là-dedans? Est-ce qu'à 64, vous savez quoi? Je sais même pas qui est le deuxième. Tellement c'est évident. Tellement c'est évident, on sait même pas qui est le deuxième. Ça veut dire, donc lui, à 64 matchs, tu dis non. Allez, le titre d'MVP, je veux bien, il y a débat, ils sont 2, 103, 104, ok. Mais sur le titre de meilleur défenseur, ça ne peut être que lui. Concrètement. Non, et s'il joue 64 matchs, tu dis non, c'est pas toi. On va chercher un gars là qui tourne à 1 contre et demi, donc 15 de moins que toi, et on va le donner à lui. Ça marche pas. Là, c'est encore une fois, il y a 82 matchs. Il en a fait 60. Mais oui. Enfin, pas, toi, t'en as pas fait 30. Je veux dire, moi, j'ai une question, c'est que il y a des gens qui votent. C'est les joueurs, les journalistes, les coachs, ainsi de suite. Je veux dire, c'est leur choix quelque part. Tu vois ce que je veux dire? S'ils décident de voter pour un mec qui a joué 62 matchs, ils savent très bien qu'un coach de basket ou un joueur de basket ne va pas mettre un gars MVP qui a joué 35 matchs. Il va dire c'est bien, mais bon, à 35, c'est pas assez. Et même, il l'a dit juste avant. Est-ce qu'on a vu beaucoup de récompenses individuelles sur des mecs qui ont joué 30 matchs? Ça n'existe pas. Donc la règle, pourquoi la mettre en place? Parce que les coachs managent, ils font leur job. C'est normal de manager et de faire leur job. C'est leur travail. De reposer les mecs. C'est logique. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pas jouer 82 matchs. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est aller au bout et gagner. Bien sûr. Parce que... En playoff, bien sûr. Non, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc, définitivement, flop pour la règle des 65 matchs. Vous avez deux... Tiens, t'as des... J'ai top. Donc top, je pars déjà sur la deuxième partie de saison des Clippers. J'ai critiqué les Clippers, tu sais très bien que j'ai critiqué les Clippers en MOOC. Et à un moment, on parlait, c'était à 6-21.
quand on commençait 2026, c'était à 6,21. Voilà, pour te rendre honneur, c'est que quand tu les as critiqués, ils étaient Non, largement dis-le. critiquables. Mais maintenant, Tyronn Lue est arrivé à dire, Mais oui, pas au complet. non, mais il a dit concrètement pour qu'on, là, on va arriver, on va gagner tant de matchs et on va aller en playoff. Chose faite, aujourd'hui, à l'heure où on parle, ils sont à un bilan moins soit neutre, soit positif. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est à respecter, parce que Tyronn Lue a parlé, Tyronn Lue a assumé. Quand tu parles, t'assumes, tu peux rien dire. La deuxième partie des Clippers, la deuxième partie de saison de Kawhi Leonard, en plus Super James Harden, elle est incroyable, et ça, je dois le mettre en avant. Moi, j'ai pas de souci sur ça. Deuxième top, Charlotte. Attends. Pardon. Ah, je crois que j'enchaîne mes tops. Non, Excuse-moi. parce que là, tu as dit des choses importantes, là. T'as parlé des Clippers. Parce que moi, il fait partie de mes tops aussi. Kawhi freaking Leonard. Oui, on est d'accord. Kawhi, en fait, Il y a eu beaucoup de doutes. Et quand il est revenu, il dit bon, les gars, allez. exactement. Même Allez, on met tout le monde d'accord. pour te dire, il a même mis d'accord les gens au All-Star Game. Même lui, il est parti mettre 28 points en 12 minutes au Mais est-ce All-Star qu'il a Game. joué 65 matchs? Et c'est là où tu dis que... Ça veut dire un mec comme lui, il sera nulle part à la fin de la saison, là. C'est une dinguerie. On est d'accord, hein? Il sera pas en équipe 3 NBA sur le banc. Waouh. C'est chaud quand même, hein? Waouh. Kawhi n'est nulle part, les gars, cette année. À la fin Avec de la l'année, saison qu'il fait, tu viens voir les récompenses individuelles, il n'est pas là. il n'existe Ah, pas. c'est Kawhi à 105. Il a Il est- 65. Pile. Il a 65 piles. Pile. Et les gars, Ça veut pile. dire qu'il est Il a revenu pour il a ça. fini dans first ou second team. Seconde, je pense. Ouais, seconde. Mais là, Mais la saison qu'il fait, là, Mais c'est là, de Il la- a, c'est de la t'as folie. la moyenne, il finit à combien de il moyenne? a 27,9 de moyenne. En points, il est à 6,4 rebonds et 3,6 passes. Ouais. Je pense que si on parle de saison, je crois que c'est sa meilleure saison en points. Sa meilleure saison de sa Ah carrière. ouais? Sa meilleure saison de sa carrière. Et totalement mérité. Je trouve que c'est la même meilleure saison, c'est une meilleure saison régulière que celle-là que celle de Toronto où il va gagner le titre. Carrément. Ouais, on a vu un Kawhi là, on a vu un Kawhi justement dominant. De toute façon, on sait, hein, offensivement, il gère très bien son mi-distance, la manière de pénétrer aller mettre des points à Il a l'intérieur. rajouté beaucoup de drive là dans ce qu'il fait, dans le fait de s'imposer physiquement. Exactement. Et maintenant il est beaucoup moins dans le fait de s'arrêter sur des pull-ups, shooter, les shoots à 3 points, machin. Mais- Il va plus. Moi, il m'énervait sur les années précédentes parce que avec le corps qu'il a, Ouais, c'est ça, en fait. coup d'épaule, il doit finir, tu vois, défoncer tout le monde. Et là, il a rajouté ça. Et c'est des paniers faciles. Parce qu'un mec comme lui, une fois qu'il a battu son défenseur, c'est N1, 2 lancers francs Bien au sûr. lait, puis il n'y a pas de... Mais ils sont tous gras, ils sont tous reluqués, les mecs. Maintenant, oui. Thomas, les intérieurs, ils sont comme ça. Ben, exactement. Donc, lui, il vient, il met un coup d'épaule. Et puis, t'as des Nicolas Batum, des mecs comme ça qui sont dans les corners à balancer la balle. des mecs super intelligents. Mais, D'ailleurs, lui, il faut qu'on en parle. Hein, on en parlera de parce que Nico, hein. Bon, bien sûr. on fera, bien si tu veux, on fait une petite rubrique sur les Français. Comme ça. Non, mais, on va dire que- en fait, quand tu regardes Kawhi et le niveau de jeu qu'il a, là, j'arrête pas de me demander, mais en fait, il avait quoi? Il avait quoi pour ne pas jouer? Parce que là, quand tu le vois, là, c'est une machine. Ouais. Il avait quoi? Ce genou-là, il était aussi douloureux que ça? Bah, écoute, apparemment, il est revenu pour jouer 65 matchs, donc ça va. Non, mais après, je sais pas. Parce que moi, j'ai beaucoup critiqué. Parce qu'en fait, il y avait un manque de clarté. Donc, en fait, le premier, il y a un manque de clarté. Déjà, tu quittes les Spurs. Jusqu'à aujourd'hui, on sait pas pourquoi il a On quitté sait les pas Spurs. C'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, déjà. Si, moi, je pense qu'il a quitté les Spurs parce qu'il avait pas les clés de la baraque, quelque Non, mais- part. Non, Bah, non, si, il si, avait, si, il avait, oui, mais il justement, l'avait, c'est je suis que d'accord, le mais... truc avec les médecins, Oui, les Spurs, ils ont dit qu'il mentait, lui, il est parti prendre son propre médecin, il y a un truc avec Bah, parce que- l'oncle, etc., Après, etc. quand tu le vois s'exprimer et tout, c'est pas le mec le plus jovial de la Terre, tu vois. Oui, mais quand t'arrives, tu gagnes un titre là-bas, et que à chaque fois, il était dans les premiers, hein. Faut rappeler qu'il était dans les premiers, etc. Tu quittes en mauvais termes. C'est très rare de quitter les Spurs en mauvais termes. Surtout les Spurs. Les Spurs. Qui a un aspect familial et tout le truc. Mais c'est très de rare ouf. de quitter les Spurs en mauvais termes. Là, on voyait même David Robinson, les anciens essayer de parler à Leonard pour qu'il reste, parce que tu connais les Spurs, c'est une bien institution, une entité. Et il part. Il va gagner le titre à Toronto après. Enfin, et après, il revient aux Clippers. À chaque fois qu'il y a des matchs importants, il joue bien le game 1, le game 2, le game 3, blessé. On C'est voit vrai. plus. T'arrives l'année d'après, game 1, game 2, blessé encore. Qu'est-ce qu'il a? On ne sait pas. Après, le genou de Kawhi, c'est récurrent aussi. Hein, je veux dire. Il a été un tout petit... Moi, je pense, sans les blessures, il aurait eu 1 ou 2 titres de MVP en plus, je pense. hein. Il rentre même dans une certaine conversation en Ah oui. athlète. Moi, hein. j'ai un ami qui kiffe les Clippers, ça le rend dingue, hein, les Clippers. Hein. C'est un what if, hein. C'est un what if Ah de oui. fou. Mais à chaque fois que je le vois, je me dis, mais en fait, t'avais quoi? Enfin, bref. Mais tu veux enchaîner avec un top?
Moi, j'ai des tops. Alors, moi, je suis Frenchy à mort, hein, donc pas de. Pour moi, mes tops, c'est la saison des Français de manière générale. Ok. On a même des mecs qui sont 50e ou 54e à la draft, team Maxime Reynaud, qui mettent des 30 points, des choses comme ça. C'est dingue. Hein. Tu vois, et en fait, il y a deux choses qui m'intéressent chez les Français. Un, c'est qu'ils ont presque tous un rôle où ils jouent. Même on voit par exemple Gershon là, depuis qu'il a changé d'équipe là, il met des 20 points et casse la tête à tout le monde. D'ailleurs, on se demande pourquoi New York l'a pris pour ne pas le faire jouer de base. Et depuis qu'il est à Chicago, c'est un vrai joueur. Wemby qui va sûrement avoir une récompense individuelle de meilleur défenseur de l'année. Rudy Gobert qui fait toujours du Rudy Gobert. Donc franchement, les Français sont représentés pour une fois et en nombre et en rôle. Et en rôle et en qualité. Ils jouent là. quasiment tous. Parce que à part le petit Kanye Nice là qui fait des allers-retours entre la J-League et la NBA et machin. Tous les autres, c'est des mecs qui jouent vraiment. Il y en a même un, là, a été comparé à Ben Wallace. Comment il s'appelle ce gamin déjà? C'était Sissoko. Ouais, c'était ça. C'était ça. Et ouais, Ali l'avait comparé. Sissoko, celui qui est à New York? Ouais. Non, c'est du mot c'est pas Diabaté. Diabaté. On dirait sa défense et tout. Oui. On en a parlé. Tu vois, il y a quand même des mecs, il y a des mecs qui jouent, qui existent. Et avant, on avait quand même 2-3 mecs, on savait où ils étaient. Et les autres, ils jouaient quasiment pas. Là, tous les Français, quasiment en NBA, jouent vraiment. Justement. Là, je m'adresse à Aladin, le coach, là. Ouais. Cette cuvée de Français, là, elle est différente, hein. Ces nouveaux petits, là, ils sont différents. Ils sont pas comme les autres. Parce que nous, on a vu des Français arriver en NBA, les Kylian Hayes, les Frank Ntilikina, etc. Ça n'a rien à voir. Chanty. C'est pas forcément mauvais basketteur, hein. Mais mentalement, il y avait un problème. Et là, j'ai l'impression que ces mecs-là, ils viennent pour conquérir. Je suis d'accord. Bah, déjà, ils profitent du respect que les anciens ont acquis quelque part. Faut pas oublier, on est sur 2 numéros 1 de la draft, quasiment coup sur coup. Ouais. Tu vois. Donc, t'es obligé de respecter. Même si on dit, la génération de Rizaché n'est pas ouf, machin. Ok, mais il est numéro 1 de la draft, les gars. Ouais, il a pas volé. Quelle nation aujourd'hui a 2 numéros 1 de la draft à 2 ans d'intervalle? Ça, tu vois, déjà, il y a ça, il y a le respect. Et puis, il y a le fait que les mecs, ils ont plus peur des Américains, ils viennent pour jouer. Tu vois, les jouer au JO, de toute façon, tu les joues les yeux dans les yeux. C'est les meilleurs du monde, tu finis à -4, à -5, à -6, tu leur dunks dessus. Le fan des Lakers. Tu vois, donc voilà, les Français, là, ils sont arrivés avec un état d'esprit. En fait, les Français sont devenus plus américains dans la mentalité. Ça veut dire maintenant, quand ils arrivent dans un vestiaire américain, déjà, on sait où est la France, on sait qui sont les Français, il y a des Tony Parker qui sont passés, il y a des Joachim Noah qui sont passés, il y a du Rudy Gobert qui sont passés. Donc les gamins, ils arrivent avec une certaine confiance quelque part. Et on a une qualité, qu'on le veuille ou pas, c'est qu'on envoie des mecs prêts à jouer. Parce que c'est des gamins qui ont déjà joué en Betclic, qu'ils ont déjà joué avec des adultes, qu'ils ont déjà joué peut-être contre des anciens joueurs NBA, voire même un peu en Euroleague ou en Eurocoupe. Donc ils arrivent, ils sont prêts à jouer. Tu les mets sur le terrain, ils se cachent pas. Ils jouent. Des Koulibaly, ça joue. Bon, Wemby, j'en parle même pas. Maxime Reynaud, qui lui, pour le coup, il est vraiment parti pour faire des études aux États-Unis. Parce que moi, c'est un gamin que je connais bien. Quand j'avais les 18, on jouait contre lui. Et c'est un gamin de Charenton. D'accord. Ouais, on avait parlé parce que Sodi avait, Solata Sodi qui avait joué justement avec lui, quand il était à Charenton. Exactement. C'est un gamin. Oui, j'avais vu, là, quand il allait s'entraîner avec la N3 et tout. C'est un gamin de Charenton. Et surtout, il avait 15 ans. Et lui, il avait 15-16 ans. Il faut pas oublier, en fait. Lui, c'est un gamin qui a 2 ans d'avance à l'école. Tu vois, il n'est pas allé dans des centres de formation, des trucs comme ça, parce qu'il voulait rester proche de son lycée, qui était l'un des meilleurs lycées de Paris. Et c'est comme ça qu'il jouait à Charenton. Après, quand il est allé pareil aux États-Unis, il va pas donc dans une grosse fac, hein. Il y va vraiment, pour le coup, lui, c'est vraiment un projet étude basket. Tu vois, c'est juste qu'à un moment donné, le basket a pris le pas. Tu vois, parce que moi, quand je discutais avec son coach à l'époque, il me dit non, lui, c'est l'école, tu vois, c'est un matheux, c'est l'école, il va devenir ingénieur de ouf, machin. Finalement, c'est un basketteur de ouf, tu vois. Donc, mais finalement, lui, il est reparti pour les études, il a fait 4 ans de fac, tu vois. C'est ça, on est d'accord, il a fait 4 ans. Je crois, j'ai pas ça en tête. Et en sortant de la fac, ça fait un joueur NBA drafté au 2e tour, et ça fait un vrai joueur NBA aujourd'hui, hein. Et j'apprécie aussi, par exemple, un Russell Westbrook, qui à chaque fois que tu vois Sacramento qui le pousse en avant, qui dit vas-y va prendre. Je suis très étonné de lui, hein, parce que dans l'attitude normalement c'était pas ce genre de mec, hein. Mais si tu vois, il a les coéquipiers ils ont toujours dit du bien. Les coéquipiers ils ont toujours dit que c'est un mec cool, etc. Il prend son rôle de vétéran, tu vois des images où il conseille, bah là t'aurais dû prendre le tir, là t'aurais dû faire ça, et je trouve ça intéressant quand toi t'arrives, t'es rookie.
Tu viens Bien en sûr, NBA et d'avoir quand un vétéran, d'avoir un le- vétéran qui a le- été MVP et qui arrive et qui te dit vas-y prends les balles parce que il y a des DeRozan, il y avait des Westbrook, tu peux dire hey, c'est pas à toi la balle, on connaît la NBA comment ça se passe hein, qui sont dans la hiérarchie. Ça veut dire que tu viens d'arriver et tu vas prendre les balles Bien sûr. quand on te donne les balles. Mais là Ouais. lui il est parti chercher et même si ça Après, il a la chance d'être dans une équipe qui gagne pas les matchs, Voilà. où il n'y a pas trop mais ça lui d'enjeux, fait du bien. avec un Westbrook qui est plus détendu et qui croque moins la balle. Ouais, Tu il a vois, plus donc, grand- mais les gars, je fais une petite parenthèse. Vous imaginez la raquette de l'équipe de France, là, dans les années qui viennent? Tu peux mettre Sarr, tu peux le mettre, tu mets lui, tu peux mettre Wemby, tu peux mettre Gershon. Mais en fait Heureusement qu'Angelo n'est pas là, il te ferait un check de l'épaule. Les gars, la check du corps carrément là. Ouh, les gars, câlin, carrément. l'équipe de France, Mais sur justement, les 10 prochaines années. mais Maintenant, il va on a- falloir organiser tout ça, les rôles et tout. je et voudrais tout. pas être à la place De Foutoux. de Foutoux, parce que c'est chaud de faire une équipe, là. Sans compter les mecs qui jouent en Euroleague, hein. Ah, Qui tabassent si l'Euroleague. Vincent Francisco, etc. Eh etc. ouais, je peux venir faut- et dire, il y a personne qui joue devant moi ici. Là. Exactement. Mais honnêtement, sur les Français, il y a un changement de culture où c'est pas les mêmes gars là. Oui, bien sûr. Il y Mais a- même, il s'est même en passé quelque Euroleague, chose, on le là. voit. Mais- Un mec comme Francisco, C'est de la folie. Francisco, c'est le meilleur américain d'Euroleague, je crois. Tu vois, il joue comme un américain. Mais- Donne-moi la balle, je fais ma vie. Mais les gars, quand vous allez en finale de JO et que c'est un Steph Curry légendaire, genre Mais il oui. est incroyable, qui finit par te battre, Mais bien sûr. c'est que t'as ça de battre les Américains. Les gars, On sans, sent le, pas un grand match. sans le tir qu'il met sur deux gars qui sont sur lui, machin, c'est pas le même match. T'es avec un Wemby qui a 19 ans, tu vois. La prochaine, il en aura 23 ou 24, c'est pas pareil, tu vois. T'avais aussi des vétérans, t'avais aussi des mecs blessés. La génération qui arrive, je manque pas de respect à la génération qui vient de passer, attention, hein. Mais c'est plus fort, hein. C'est... Non, en tout cas, on a hâte. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir Ah ça. ouais, En tout cas, c'est- le truc, pour moi, t'as donné le bon argument. Les mecs n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont pas peur En des fait, il y a un truc qui a Américains, changé. Avant, en NBA, au mieux, on avait le deuxième ou le troisième meilleur joueur de l'équipe. Exemple, Evan Fournier. Evan Fournier, c'était un vrai joueur Ouais, NBA. bien sûr, ouais, Oui, c'est un ouais, mec ouais. qui tournait à 12-13 points NBA. Mm. Aujourd'hui, on a des mecs où c'est eux les patrons de leur équipe, quelque part. Tu vois, je suis désolé, un mec comme Wemby, ça change le visage du basket français tout court. C'est le visage de la NBA. Le visage de la NBA pour les 15 prochaines années, il est français, les gars. Ouais. Et il y en a d'autres qui arrivent après, Ouais, hein, ouais, croyez-moi. Moi, ouais. je suis dedans. Ceux qui arrivent là, c'est quelque chose encore. Hein. Et il y a des gamins à Nanterre, il y a des gamins partout là qui arrivent, qui vont encore tout casser. Donc, dans 4 ans, il y a des gamins qu'on connaît pas aujourd'hui, qui sont pas encore NBA, qui seront à Los Angeles là, dans 3 ans maintenant. Hein. Donc, c'est intéressant. En tout cas, ce qui se passe est intéressant et ce qui arrive est intéressant. Ok. On va reparler de toute façon. Voilà, on a un truc prévu, voilà, sur la formation française que tu connais bien, donc on va pouvoir en parler. Moi, j'ai un petit, un top, tiens. L'un de mes tops, le retour de la haine. Je m'explique. Moi, j'en avais marre avant de voir des mecs qui jouaient des matchs de basket qui étaient trop friendly, Mignons. trop trucs, etc., etc. C'est de l'adversité. Tant que le match n'est pas fini, on s'aime pas, on n'est pas potes, on doit se faire des fautes, on doit jouer dur, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai bien aimé le fait que, clairement, les Spurs n'aiment pas OKC. Clairement, Détroit n'aime pas New York. Et ils leur font bien savoir quand ils les reçoivent. Tu vois ce que je veux dire? Ce truc, cette adversité qui crée de la passion, qui crée... C'est ça, c'est pour ça qu'on regarde la NBA, tu vois ce que je veux Du dire? storytelling. Le storytelling. OKC, on sait qu'ils ont agacé beaucoup de monde avec les coups de sifflet à outrance, etc. Et ça a enlevé de ce caractère-là. Ce truc de... On a besoin d'avoir de la passion et on a besoin... Les mecs, je veux pas que les mecs s'aiment. On est en train de jouer. Et Wemby personnifie bien ce truc-là parce que même dans le mec dans un All-Star Game, il a réussi à le ramener ce truc-là. Dans le sens où, les gars, moi, je vais les taper. Les vieux, etc. Il y a Edward aussi qui fait un peu de ça. Mais il le fait, mais en rigolant les mecs, en les vannant un petit peu, etc. Là où Wemby, il est très sérieux, tu vois. Oui, mais après, Edward, il le fait depuis un moment, tu sais, je prends un exemple. Il est très taquin. Il est très, il a la bouche. On sait que lui, il a la bouche. Et, je prends un exemple. On sait que le joueur préféré d'Edward, ça a toujours été Kevin Durant. Et on se souvient, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans où il affronte Kevin Durant en playoff et le poster sale. Tu sais, il lui met 40 points et tout. Il disait, genre, en gros, il fait comprendre que t'es mon gars. Je t'apprécie, on a fait les jours ensemble et tout, mais, c'est moi maintenant. Lui, les Wemby, à chaque fois qu'il perd, tu vois qu'il sourit pas. Genre, il serre la main aux gens, mais c'est froid. Et c'est ça qui est intéressant. Même, j'ai vu là, en début de mois entre Détroit et Charlotte, là, où tu sens que, oui, clairement, ça serre pas la main à la fin. Et je pense que les joueurs ont beaucoup entendu ce truc-là où, parce qu'en fait, on peut pas attendre ça des anciens. Les anciens, ils sont à plus entre 15 ans et 20 ans de carrière.
C'est pas eux qui vont faire les haineux. Et je Non, comprends d'une part. Mais en fait, ça a commencé avec les trois potes, là, Carmelo, Dwayne Wade et LeBron. Ouais. Qui partaient en vacances ensemble, qui machin, Ouais. qui jouaient dans des équipes différentes. Mais quand ils se rencontraient, c'était pas vraiment la guerre non plus, tu vois. Et là, il y a un vrai retour où, viens, on se fait la guerre, on se respecte. Bien sûr, Tu exactement. vois, mais sur le terrain, on se rentre dedans, tu vois. Et après, Et le match, Star Game, c'est pas un week-end de potes. C'est un week-end où on vient prouver qui est qui. Tu vois, c'est- Après, là et il y a où toujours la petite déclaration d'après-match. Non, Ouais. non, il y a toujours. Ah, par contre, là, je suis pas totalement d'accord avec ce take-là parce que ce soit Carmelo, LeBron et Wade, justement, quand ils sont arrivés jusqu'à 2010, c'était des potes et tout. Quand vous regardez les matchs Miami, Cleveland, vous regardez LeBron, Carmelo, par exemple, c'est des matchs qui étaient incroyables. Au playoff. Parce que non, même en saison régulière, parce qu'ils sont pas affrontés en playoff. Et LeBron n'a jamais affronté Carmelo, et il n'a jamais affronté Wade. Mais quand tu regardes des matchs de Wade, tu regardes des matchs LeBron, Carmelo, les deux sont à plus de 40 points. Je pense que ça arrivé, après le départ de Kobe. Oui, ça oui. Ça arrivait Parce après le départ que de Kobe, Kobe. il avait une mentalité où peu Tu vois, par importe exemple, le score, le- peu importe contre qui tu personne. joues. Par exemple, Je suis- le All-Star Game, quand Kobe était là, il n'y avait pas de friendly. Quand LeBron il s'est amusé à faire des passes alors qu'il devait tirer à la fin, Kobe lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, je veux gagner. Qu'est-ce que tu fais? Quand Ouais. Wade va casser le nez de Kobe, par exemple, au All-Star Game, Kobe, quand il tire, c'est quand Kobe est parti que c'était un peu plus chill. Et il sentait que LeBron il était en mode, vas-y, détente, C'est vrai. truc, etc. Je pense que Non, c'est mais le même départ avec de Kobe, Kobe. il y a eu des All-Star Games chill. Après, c'était pas de son fait, c'est qu'après, si tout le monde veut faire le cirque, lui, il peut rien faire tout seul. Oui, Donc, après, oui, je quand veux il est dire. en fin de carrière, tu sais, quand C'est il ce que arrive et qu'il est vraiment à la fin. Oui, d'accord, c'est le 2016. Oui, ou- oui, oui, oui. C'est le dernier. Parce Mais que moi, je me Kobe, souviens enfin, des trucs de All-Star Game avec les John Wall, etc. À la fin, ça finit en concours de dunk improvisé. Tu dis, ah, bon, les mecs. oui. Mais Euh, généralement, après, Kobe, on a raté, hein. Des fois, il y a des Kobe, il était pas là aussi. Ouais, c'est vrai, Des c'est vrai. sélectionnés, Ouais, mais mais pas là. après, moi, je trouve que là, cette génération-là, elle a Oui. failli le tuer, le Star Game. Oui, oui, Parce oui, c'est vrai, que- je suis d'accord. Parce que, regarde, si tu prends le Star Game de l'année dernière, par exemple, le match était éclaté, le concours de dunk était éclaté. Il y avait tout qui était Ah, pété. non, je veux non, dire, je suis d'accord. tu regardais pour rien. Ouais. Tu vois, donc, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que le concours de dunk, ok, ça dépend quel joueur, ça dépend ce qui se Oui, passe, oui, ainsi de suite. Mais le match, Et oui. même, il y a eu deux gars, il y a quelques années, qui ont eu une barrière tellement haute que Oui, compliquée, oui. là, quand c'était Gordon et Et Lavine, et- Zach et Lavine. Lavine, les ouais. gars, ce concours de dunk là, Il est en fait, légendaire. nous, on a vécu ça, et tout ce qui va passer après, ça sera fade, hein. À moi qui est mec qui dunk des 3 points, là, c'est, forcément, ça sera fade. De toute façon, il faut qu'ils aillent chercher clairement des mecs. Faut qu'ils aillent chercher des mecs dont c'est le métier. Exactement. Tu On en lances connaît. un Non, non. Ok. Une autre. Tiens, je vais faire un flop. Moi, pour moi, j'ai un flop. Ouais, il va peut-être vous faire parler celui-là. Giannis Antetokounmpo. Je suis Les d'accord de ouf. J'ai détesté C'était leur Dallas. cinéma là. Eh ouais. J'ai détesté même Yanis. Moi, je faut plus moi, Yanis, ça y est. C'était l'un de mes joueurs préférés, là. Moi, par son attitude de je veux pas, je dis pas, je reste, mais je veux partir, mais je reste. Mais je Vas-y, joue pas, mais évidemment, nanana. Ouais. arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Tu veux partir? Je demande mon trade. Merci pour ton Milwaukee, etc. Et là, c'est en train de tourner au vinaigre bizarre. Il va partir. La ville va le détester. Il va détester la ville. Ça aurait pu il a fait, je sais pas combien d'années là-bas. Ça aurait pu se finir d'un commun accord. Merci pour tout. Là, j'allais explorer d'autres choses. Tu vois, ma deuxième partie de carrière. Déjà, Fin. pour moi, ce genre de joueur, ça se trade pas au milieu de la saison. Bon, il y a eu le cas, comment il s'appelle Triangle. non, Davis, Doncic. Doncic. Hmm. Ok, mais pour moi, ce genre de joueur, tu dois les respecter et faire ça pendant l'été, entre parenthèses, tu vois. Tu peux pas envoyer un mec comme lui en décembre, vas-y, casse-toi, tu vois. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sûr que tout le drama autour est très, très compliqué dans une équipe où il a gagné un titre, tu vois. Sincèrement, ils auraient pu un peu plus simplifier les choses. Après, il faut pas oublier, hein, s'il part pas, c'est qu'il y a pas grand monde qui toque à la porte non plus, hein. Bah, apparemment, ils ont eu des offres, mais c'était pas des offres assez En intéressantes. fait, Il a ils ont pas eu accepté. des offres et d'après ce que j'ai compris, c'est que les demandes de Giannis étaient exorbitantes. Ah ouais? Sur plein. Bon, en fait, moi, j'ai vu une interview de Bouna qui parlait de ça Ok. et qui disait le plus dur, en fait, c'est l'entourage et ce qu'il a voulu imposer. Parce qu'en réalité, un mec comme lui qui veut partir et que personne ne le prend, c'est bizarre quand même, les gars. On parle d'un mec qui tourne à 30 points par match, là. Ouais. Tu vois. C'est dingue. Donc à voir, mais bon, de toute façon, là, la messe est dite, il va partir à la fin de la saison, normalement. Ouais. S'il reste encore une saison, je comprends pas, par contre. Non, mais. Tu vois, là, il faut qu'il parte. Il y a pas Non, mais il de. faut vraiment- La saison est Parce qu'après, ratée, parce qu'après, tu vois, l'année c'est- prochaine- de toute façon, l'année prochaine, il est free agent.
Ouais, à la fin, Ouais, la ouais, saison a ouais, changé. ouais. enfin, Je veux dire, je le vois pas Ouais. re-signer là où il est. Impossible. Ok. Moi, j'ai top. J'ai top 1. Je pense que Flexta, tu seras d'accord avec moi. Jalen Brown et Boston. Merci. Parce que, faut le rappeler, on nous attendait très bas dans la conférence Est. Et là, c'est deuxième. C'est Jalen Brown calibre MVP. C'est un Boston qui est dominant, qui est deuxième mais largement mérité. Malgré l'absence de Tatum, ils ont montré que, et même l'absence de Porzingis, je crois, qui est parti, je sais qu'il y a eu des Ils ont départs. perdu Porzingis, ouais. Oui, il y a une équipe en reconstruction. On parlait beaucoup d'équipe de reconstruction, ça va être une année de transition. Pas du tout. Ils ont perdu Smart. Bon, Smart il était parti. Ouais, ça fait un petit moment, mais oui, Moi, je le ça- voyais pas pouvoir porter son équipe comme il l'a porté là. et- C'est un truc de fou. Parce que normalement, il n'est pas dans cette caste de joueurs là, lui. Faut pas l'oublier, tu vois. C'est pas un mec qu'on parle de lui comme on pourrait parler d'un Doncic ou d'un Jokic ou d'un. et là, Ouais. Peut-être à tort, parce que le mec, il a fait une. Oui, j'ai pas dit que c'était. Non, mais pour le il coup, a il fait le prouve. il a fait. Mais il était un peu MVP sous-côté. des finales. Ouais. Normalement, bon, un titre à MVP des finales. ouais, mais beaucoup de gens le considèrent un peu MVP des finales, un peu plus, mais tu sais, un peu comme Iguodala, c'est genre, ouais, t'es MVP des Ouais, finales, c'est ça. mais tu sais, comme Tony Parker, tu sais, les MVP des finales, ils jamais, J'allais le dire un peu comme Tony Parker. un peu, tu sais, les MVP des C'est finales. pas juste. Ouais, mais en fait, t'es MVP des finales, mais tu sais que, vas-y, il y a plein de joueurs qui sont dessus de toi. Oui, mais Et en fait, tu vois, c'est parce lui qui a que fait les meilleures finales. Ouais, mais regarde, tu sais que normalement, quand tu fais un classement des meilleurs joueurs de la ligue, tu sais, au début de saison, tu sais, tout le monde aime bien faire ça. Quand le MVP des finales, logiquement, généralement, il est dans le top 5. Ouais, c'est vrai. Un Jalen Brown, il n'y était pas. Un Tony Parker, il n'y était pas. Un Iguodala, il n'y était pas. C'est ça que je veux dire dans Ouais, l'ensemble. c'est vrai. Mais Non, là d'accord. où j'ai kiffé Jalen Brown, c'est même la mentalité. Ils ont été sérieux du début à la fin. Bon, après voilà, ils sont deuxième, donc c'est pas une saison catastrophique. Là, c'est 55 Maintenant, victoires. est-ce qu'il est passé devant Tatum dans la La hiérarchie? Je pense que Boston, c'est toujours Tatum. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est Tatum. C'est chez lui. Ouais. Et en fait, malgré que sportivement, Brown apporte. Tu vois, il apporte. Mais un Tatum, je sais pas. En fait, quand je pense à Boston, je pense à Tatum. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Maintenant, si tu dois en trade un, je sais pas qui vont trade. C'est ça la question. Je pense que je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'on aborde la question de la mauvaise manière. Vois une meute de loups. Une meute de loups, c'est l'alpha. C'est pas toi qui dis ouais, c'est moi l'alpha. Oui. C'est les autres qui te désignent alpha. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on va le voir en playoff. Au moment où ce sera chaud, les mecs vont regarder. Bon, il y a Brown, il y a Tatum, les Pritchard et tout, parce que Tatum, c'est un bon joueur. J'ai l'impression qu'il était un peu plus soliste, même si c'est un mec qui fait des passes, etc. J'ai l'impression que d'un point de vue leadership, Brown a amené beaucoup plus de monde dans son sillage. Bon, la saison que Pritchard y fait, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est un excellent joueur. Et j'ai l'impression qu'en termes de leadership, Brown a réussi aussi à l'intégrer dans cette... Tatum, il n'est pas là, mais venez, on y va, on construit quelque chose. Et ce qu'ils ont construit tout au long de la saison, l'autre, il n'était pas dedans. Et ils ont vécu des émotions ensemble. Tu sais que il faut vivre voir des moments ensemble, c'est important. déjà, faut voir comment tu le réintègres là-dedans, parce qu'il y a un équilibre qui s'est fait sans lui, quelque part. Tu vois, c'est le premier point. Et puis, c'est difficile de donner la balle à un mec qui n'était pas là pendant un petit moment. Tu vois, c'est... Et puis, je suis désolé, il y a l'un des deux qui met des tirs. Ça change un peu la donne. Non, cette année, on est bien d'accord que cette année, Tatum n'est pas adroit dans son retour, et ça, c'est normal. Après, il a jamais été très adroit à l'extérieur, tu vois. Après, je trouve que Brown, moi, je trouve que Brown, il y a des matchs, j'aurais de Brown. Quand il veut faire le soliste, il est insupportable. Et justement, je trouve il a un peu gommé ça, cette saison. Je trouve qu'il était beaucoup moins soliste. Un Pritchard, Tatum n'est pas là. Donc, forcément, ça fait score en moins. Mais Pritchard est très bon depuis un petit moment, déjà. Ce que je veux dire, c'est que Jalen Brown a beaucoup été critiqué. Pour tout et pour plein de choses, etc. Quand on prend on dit le moins faible des deux, entre deux, on dit toujours c'est Jalen Brown. Même quand il y a gagné son titre de MVP des finales, c'était pas un titre de MVP des finales qui était totalement en mode, ok, MVP des finales, c'est moi le patron. Parce que Tatum, il y avait des matchs à 50, à 60, des fois quand il y a des séries de playoffs, ça se finit en 7, c'est Tatum qui finit les matchs. Il y a tous ces trucs-là. Maintenant, heureusement pour eux, c'est deux joueurs qui s'entendent quand même bien. Oui, mais oui. maintenant, Vaut mieux les avoir tous les deux qu'un seul, hein. Mais il y a un joueur qui qui a goûté à ce truc-là de, c'est mon moi équipe. qui finis. Ah. Exactement. Il a goûté à ce truc-là. Ce Ça- jus là, quand tu peut- goûtes là. Tu vois, quand KD et Westbrook, KD et Westbrook jouent bien ensemble, il y a une hiérarchie qui commence à se poser. KD se blesse, Westbrook commence à goûter. Westbrook se blesse, KD touche. Au bout d'un moment, Problème. les deux arrivent à maturité dans leur jeu. Qui prend les balles? Non, mais c'est sûr, mais là, c'est un problème d'ego et en réalité, Mais qui c'est- va être mais- le plus intelligent. Moi, à la place de Tatum, tu reviens, c'est pas que tu fais profil bas, mais tu dis, les gars, là, ça fait un moment que je suis pas là, vous avez bien fait le job sans moi, je vais revenir et je vais prendre la place qu'on me donne, entre parenthèses. Tu vois, tu peux pas venir dans une équipe qui a gagné autant de matchs, qui finit deuxième à l'ouest,
Tu vois, et dire non, maintenant vous me donnez le ballon. Mais gros, on a gagné plein de matchs sans toi là. T'étais pas là. C'est clair. Et surtout que le leadership de Tatum, c'est pas non plus le leadership le plus évident des plus évidents. Tu vois, quand Jordan il revient en 95, il y a même pas l'ombre d'une question de c'est toi qui redeviens le patron. Là, le simple fait qu'on il devrait discute, un peu s'inspirer de ce qu'a fait LeBron James. Ça veut dire le fait de se cacher un peu, pas de se cacher, mais de jouer, on va dire, un second rôle. Et un role il sera peut-être même meilleur ou plus dangereux avec un gars qui va créer pour lui plutôt que de créer lui-même. C'est vrai. Mais après, ouais, voilà, c'est intéressant. En tout cas, c'est intéressant d'en parler. On verra bien quand on se passe en playoff. J'ai juste un autre top, parce qu'on n'en a pas parlé. Il y a une course aussi qui est intéressante, je trouve, c'est la course de MIP, Most Improved Player. Et il y a deux joueurs, moi, qui m'ont marqué. Il y a Jalen Duren, le joueur l'intérieur de Détroit, qui est bon, et le cousin de SGA. Tu sais, à Atlanta. C'est Alexander Walker. Nickel Alexander Walker, qui a doublé ses points, qui est maintenant à 20 points de moyenne. Atlanta, qui est 5e de conférence. Incroyable. Totalement mérité. Et, alors que depuis des années, ça se bat pour le play-in. Si, quand c'était avec Trae Young, c'était des bilans neutres, à chaque fois des bilans neutres. Et je voulais comment parler de lui. En plus de mon autre top qui est Charlotte. Mais bon, ça, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais on n'a jamais parlé de lui et je trouve que Alexander Walker, je trouve que c'est très très intéressant ce qu'il propose. Comment il a emmené Atlanta à cette place-là avec le départ de Trae Young, c'est jamais facile, mais justement c'est devenu une équipe de plus en plus solide qui a pu gérer leur jeu là après le All-Star break, qui ont consolidé une 5e place méritante avec des équipes où il y avait des Toronto, il y avait des Philadelphie, il y avait des Orlando, Miami. On sait que la bataille était très 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 sérieuse et ils sont imposés. Donc là ils vont tranquillement aller affronter Cleveland au premier tour. Mais en tout cas, Atlanta et Alexander Walker, ça fait partie aussi de mes tops aussi de cette saison. Ok. Top ou flop, Aladin? Écoute, on est pas mal parce que j'avais le même flop que toi là sur Giannis, je voulais me le faire. Hein? Bendo, pardon, hein, mais oui, à part ça, oui, on est pas mal. Sincèrement, la saison est quand même correcte. On n'a pas fini parce que moi il y a un flop dont j'ai envie de parler là. J'ai pas fini non plus. Qui était en fait ça a été triste, ridicule et méchant, Chris Paul. La fin de Chris Paul. La manière dont ça s'est fait. Les torts doivent être partagés, ça c'est jamais forcément. Un mec comme lui aurait mérité une vraie sortie. Mais les gars, mets-le au placard ou enfin il y avait 1000 manières de faire mieux que ce qui s'est passé. Et comme tu le dis, un gars de son... Même pour la NBA, d'un point de vue... d'un point de vue humain, tout. Et en fait, quand tu mets tout en place, c'est sincèrement... En tout cas, il mérite pas ça. Tu vois, les torts sont partagés, je suis d'accord avec toi. Je sais pas s'il met un coup de poing au GM ou un truc comme ça. Ok, d'accord. Tu vois, la tresse cruelle qui étrangle son coach, un truc comme ça. Oui, voilà. Mais là, bon, apparemment, il s'est embrouillé avec le coach ou je sais pas, parce qu'il prenait un peu de ses aises, il faisait son travail de leader, etc. Enfin, mais après, un joueur comme lui, quand t'es coach, là c'est le coach qui parle, tu dois accepter de partager une partie de ton travail avec lui en réalité. Parce que c'est ce genre de mec qui tiennent aussi le vestiaire. C'est clair. En fait, ce genre de mec, quand t'es coach, vaut mieux les avoir de ton côté et vaut mieux les avoir en relais plutôt qu'en opposition. Alors, t'as deux styles de coach. Hein. T'as les coachs qui vont arriver, ils vont prendre le leader, ils vont lui taper dessus pour prouver à tout le monde que c'est les patrons. Popovic. Tu vois, voilà, tu vois, par exemple. Tu vois. Et t'as les mecs qui vont prendre plutôt le leader avec eux pour qu'ils gèrent le groupe avec eux. Bon, apparemment, on sait quelle option a été prise là. Donc, ouais, clairement. Bon, de toute façon, on en a déjà parlé, mais je sais pas si t'as un truc à rajouter là-dessus. Non, les flops, après, bon, on a parlé du tanking, donc on n'en parlera pas. Il y a des équipes qui ont totalement foiré, notamment Washington, et qui ont très mal illustré en laissant Bam Adebayo mettre 83 points sur eux. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus flop dinguerie que eux cette année. Non, mais oui, c'est ça. C'est le tanking dans sa globalité qui, pour moi, qui a tué la saison. Est-ce qu'on peut mettre une règle en place où les mecs qui mettent 80 points contre une équipe qui fait du tanking, ça compte pas? En fait, c'est pas que le fait que l'équipe fasse du tanking. C'est un concours de circonstances. Il y a le tanking. Il y a le pourcentage du mec. Il y a le nombre de lancers francs. Il y a plus ça. 3 points. En fait, pour moi, c'est même pas du tanking. Je vais vous expliquer. Parce que le match, il est plié déjà dès la mi-temps. Le match, il est plié de 3 cartons. Ouais, premier carton, même si c'était fini. Le match, il est plié. Ça veut dire qu'en fait, le tanking, c'est juste, tu dois perdre le match. Si tu perds le match de 1 point, de 3 points, de 5 points, c'est pareil que même de 45 points. Eux, ils sont arrivés en disant, ouais, les gars, ils voient Bam Adebayo mettre 30, 40, 50, 60, et aucun moment se dit, ouais, je vais faire une prise à 2, je vais pas l'empêcher. Parce que quand tu regardes le match,
tu sens vers où Bam veut aller ou vers Miami veut emmener Bam. C'est-à-dire battre le record de Kobe parce que c'est la seule nuit en carrière où il pourra faire ça. Il avait jamais dépassé les 50 points. Bam Adebayo avant de faire ce match-là. Donc, c'est-à-dire que tu sais que c'est un match dans ta vie. T'arrives et tu te dis, ok, je vois, 70. Et à partir de 75 points, ils ont commencé à faire des prises à deux. Ils lui ont ouvert la porte. Pour lui donner des fautes en plus. Mais c'est pour ça que je Et te dis l'envoyer au que lancer franc. moi, je parle même pas qu'elle le tanking. Je parle de terme de respect. Respectez-vous. Toronto, Jalen Rose s'est fait attaquer depuis 20 ans à cause des 81 points de Kobe. Alors qu'il a pas tout pris. Il y a pas lui, mais tu vois, juste pour dire le respect. Personne veut être l'équipe qui a pris les 80 points. Les gars, Donc, voilà. je suis désolé, mais c'est des points qui se comparent pas. Déjà, générationnellement, ils se comparent pas. C'était pas le même basket, c'était pas la même rapidité. Et puis, mettez les deux vidéos côte à côte et comparez les difficultés des points. Bien sûr, mais après, tu vois, dès que t'essaies d'avoir un peu de nuance et de regarder un peu de le basket contexte, pur. etc., Là, moi, je parle les de mecs, ils vont te basket dire que t'es un pur. rageux. Je parle Non. pas de, Non. 80, 60, je sais pas quoi. C'est pas ça, le sujet. C'est que quand tu regardes la difficulté des points à mettre, tu vois, qui a mis les points les plus difficiles? C'est pour ça que je suis même pas dans la comparaison avec Kobe. Là, je suis juste vraiment dans le truc où Washington, concrètement, tu peux pas laisser un joueur, et même Toronto, 81 points, tu peux pas laisser un joueur, mais 80 points, sans même au moins lui mettre un coup de coude ou un truc comme ça. Ah, ok, C'est ça que je veux dire, c'est que... casse-le, fais une faute. Exactement, fais un truc, casse-le. Il y a un moment c'est un truc où, de rageux. tu sais, tu parlais tout à l'heure de rivalité qui n'existe plus en La haine. hein. NBA. La haine, tu vois. À un moment donné, à quel moment il y a un gars qui sort du terrain, il t'a mis 83 points. Et toi, dans ta fierté, tout va bien. Comment il peut ressortir avec toutes ses dents, ses deux coudes, ses épaules? Normalement, Moi, c'est plus ça qui me, quand je parle de flop, c'est plus ça. Le fait que Bam, il a mis 83 points, là, c'est cool pour lui, il a mis 83 Non, points. bien sûr, bien sûr. Moi, c'est surtout le fait que, et je le dis quand même, Doncic met 70, quand Embiid met 70, Donovan Mitchell ou Booker met 70, au bout d'un moment, les gars, vous avez le score. Il y a même marqué, en gros, 56, 60, etc. Au bout d'un moment, casser les joueurs. On dit pas l'emmener à l'hôpital, mais il va pas Montrer un peu de caractère. ils quoi. viennent pas chez vous, vous pissez dessus, et après vous, les gars, sortez Ah, en là, bus. c'est pas que pipi, là. Non mais oui, bon, on va pas. Là, il y a tout, là, il y a tout. On est sur YouTube, les gars, on est sur YouTube, on Ouais, va on est sur YouTube, mais c'est pareil, il y a You, mais... Oui, voilà, il y a de tout. Et après, au final, toi, t'as fini. Et les gars, on fait quoi? On ressort? Vas-y, les gars, le truc, on va faire la fête. Les gars. C'est ça un peu qui me dérange. Et c'est pour ça que ton truc sur la haine est bonne. Après, sinon, j'ai pas trop de flop là-dessus. Sacramento, Moi, j'ai un autre flop, là, je sens que là-dessus, on va pas être d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un monsieur qui parle beaucoup, mais dans les faits, il a raté sa saison d'un point de vue trajectoire de là où il devait aller. Anthony Edwards, je suis désolé. Moi, sur cette saison, il est pas aussi virevoltant qu'il était la saison dernière. Pas aussi En termes incisif. en termes d'aura, en termes de ranking, en termes de moyenne de points, en termes de prendre ses responsabilités, de jouer avec la face de l'NBA. J'ai l'impression que cette saison, il s'est un peu effacé. Alors, Ça veut pas dire qu'il a pas fait des performances. hein. Moi, je pense que cette vision est faussée par rapport à un truc, c'est que c'est juste que autour, là, dans les autres équipes, il y a tellement d'extraterrestres C'est pas que faux. presque on le voit pas. Tous les matins, tu te réveilles, il y a des 60, des 50, des Ouais, c'est vrai, 70. c'est vrai. Tu vois, maintenant, tourner à 20 points NBA, c'est devenu, ouais, bon, ça Ouais, c'est va. devenu, ouais, c'est Alors, un truc. les gars, 20 points, faut les mettre, hein. Tu vois, c'est, Surtout, ben, à l'époque, 20 points, c'était oui, une moi, dinguerie. je suis sur le oui et non. Mais c'est plutôt sur le côté face of the NBA. Ça y est, c'était pour toi. c'est normalement. vrai, c'est vrai. Moi, je comprends. Après, plusieurs choses. Déjà, il fait sa meilleure saison en carrière. C'est ce que je dis. Il fait sa C'est ce meilleure que je saison. dis. Ok. Il fait sa meilleure saison en carrière cette saison. Il est quasiment Les 29 autres points. aussi. Mais le truc, c'est que quoi? C'est que devant toi, tu as qui? On va dire, il y a qui? Il y a Houston, Lakers, Denver, San Antonio et OKC. OKC, c'est la meilleure équipe de la ligue. Non, D'accord. il y a pas de problème. Les Spurs, personne n'a... Ok, Ça fait d'accord. partie des tops. C'est une belle Ouais, surprise. d'accord. Non, mais C'est une très j'accepte. belle surprise et une bonne entité. Les Lakers. Ouais. Est-ce que Minnesota aurait pu être devant les Lakers? Voilà, c'est ce que D'accord. j'allais dire. D'accord. Après, il y a que Non, 4 victoires d'écart. Et après, on est sur un finish de Luka Doncic juste irréel. Et quand, pour moi, au top des deux, Doncic est devant Edwards. Ça, c'est ma take. Ça, après, les gens disent ce qu'ils veulent, mais Non, à sur leur le meilleur basket, niveau, tous les jamais. À leur meilleur niveau, chacun. Doncic est devant Edwards. Bien sûr. Et quand t'as un second joueur qui s'appelle Austin Reeves, qui arrive à scorer autant, et que t'as un troisième joueur qui s'appelle LeBron James, qui arrive à compiler dedans, ça fait une meilleure équipe que Minnesota. Alors que, malheureusement, je trouve que, En attaque. non, en attaque, Ouais, en attaque. pas en Mais je défense. trouve que justement, offensivement, Minnesota aussi autour, un Randle ne fait pas une grosse saison. Oui. Il y a aussi ça aussi autour. C'est que quand, par exemple, Edwards se blesse, qui suit derrière? Personne.
Et il est là un peu le problème de Minnesota, parce que Minnesota, ils sont à 48 victoires en soi, et Edwards a manqué 20 matchs. C'est beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup. Mais c'est pour ça que, pour moi, il en manque pas. Je pense qu'il gagne peut-être 5-10 matchs de plus. Et même, il a été aussi moins visible par la performance des autres. Ça veut dire, avant, on le voyait tout le temps dans les highlights, il a toujours mis un dunk sur la gueule de quelqu'un. les déclats, tout ça, bien sûr. Les déclats, la provoque, tu vois. Là, justement, il loupe 20 matchs à cause des blessures. Son équipe tourne moins bien que les autres années. Parce que si je me souviens bien, ils étaient 2e ou 3e maximum les autres années. Là, il finit 6e, tu dis? Ouais, 6e. Tu vois. Donc, forcément, dans une équipe qui joue moins bien, t'as moins d'impact, tu vois. C'est logique, clairement, mais même en termes de rayonnement, lui, juste le joueur qu'il est, moi, le truc de, moi, je veux pas être la face de la NBA, Wemby, il a pris ce rôle-là, ça lui va très bien, etc. J'ai dit, mais, ça lui a peut-être mais l'éclosion de Wemby, ça a pu lui mettre un coup. Oui, mais quand justement il est parti au Star Game et qu'on dit que c'est Wemby qui a relevé le truc, mais c'est Otto Edwards qui est parti tabasser tout le monde et prendre le trophée, parce que c'est lui qui soulève le trophée à la fin, les gens ont tendance à oublier, et qui fait comprendre à Wemby que, I'm still here, je suis toujours là. Non, Wemby, mais regarde dans la déclat d'après match, il dit que c'est Wemby qui a démarré la bagarre, entre parenthèses, il était obligé de suivre la bagarre. Exactement. Voilà. Tu vois, donc, mine de rien, même là-dedans, c'est pas lui qui initie. Oui, parce que dans le match en question, on a vu que Wemby a commencé directement là-dessus. Et toi, ça dit, quoi? Tu veux prendre mon moment? Ok, d'accord. Réponse, réaction. Après, je pense que les mauvais côtés, parce que on sait que Edwards et Wemby n'ont pas le même train de vie. Si. Oui, c'est la vérité. Tu sais très bien. Là-bas, dans les histoires de baby mama, mais tu sais comment il est. Ça veut dire quoi? Moi, développe, ça m'intéresse. Non, je vais expliquer. Un Wemby, il a une vie, tu connais, beaucoup plus structurée. Il a des casseroles un peu, Edwards, sur le côté. Il en a. Quoi? Mais il a toute la batterie, les casseroles, la poêle, la chauffeuse, la cocotte minute, tout. Quand tu deviens la face de riz, t'es beaucoup plus contrôlé, t'es beaucoup plus regardé, t'es beaucoup plus critiqué sur certains points. Un Wemby, sa vie, elle est beaucoup plus contrôlée. C'est un peu, tu vois, comme, je vais pas comparer, mais Mbappé, par exemple. Leurs vies, elles sont contrôlées. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Wemby, chaque déclaration, elle est contrôlée. Edwards, il est parti dire qu'il est arrivé en retard en match parce qu'il est parti faire je sais pas quoi aux toilettes. Après, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas un truc. Mais tu vois, en fait, c'est ça que je veux dire. Cela ne nous regarde pas. C'est de sa faute. C'est-à-dire que t'es un professionnel, après, tu gagnes des millions, tu es capable d'avoir une communication correcte. La NBA aime les profils plus lisses. Et le sport de haut niveau de manière générale. Exactement. Tu vois, on va plus tolérer la Iverson, les mecs comme ça, tu vois, aujourd'hui, il faut que ça soit lisse, il faut que ça mette des costumes, et c'est normal parce que c'est un business. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, s'il continue comme ça, il va peut-être un poil louper son prime. Pourquoi? Parce qu'il est entre deux générations. Il est entre la génération. Parce que lui, Wemby, c'est plus jeune, tu vois. Mais les autres, ceux qui sont sur le départ, sont plus vieux, entre parenthèses. Donc, c'est censé être le visage de l'NBA sur les 3-4 prochaines années. Et après, Wemby prend le relais. Le gars a pris le relais avant. Hein. Pour moi, là où Flexa, il a raison, c'est que pour moi, et quand on va faire la prévue même de l'an prochain, Edwards doit être top 5 MVP. Tout comme un Doncic. Non, mais c'est là où je suis d'accord avec toi. C'est là où un Doncic, on a critiqué Doncic ici, hein. On l'a critiqué. Il est top 5 MVP quand il est là. Il y a rien à dire parce que son équipe est top 5 aussi. Oui, mais le niveau de jeu qu'il a donné aussi, stratosphérique. Offensivement, et voilà. On peut rien lui dire. Il fait des dingueries, lui. Hein. Exactement. En fait, ce qui est impressionnant avec ce mec, c'est que il fait tout sans qualité athlétique. Il est différent. Ça veut dire, lui, il passe de 0 à 1, là où les autres passent de 50 à 150. Il passe sincèrement, des fois, t'as l'impression qu'il joue avec des enfants. Et à la fin du match, il a mis 50. Tu sais pas comment il a fait, des step back, des machins, viens, je te donne. Incroyable. C'est là où tu vois l'intelligence, des fois, dépasse les qualités athlétiques. C'est pour ça que je dis toujours que, même si on critique Doncic, il est top 5 MVP à chaque fois. Tu vois. Après, moi, je vais comparer un peu Edwards. Alors, je lui souhaite pas la même femme, hein, mais un peu à Derrick Rose quelque part. Ça veut dire c'est des mecs qui sont quand même très appuyés sur leur qualité athlétique. Tu vois, les 2 pieds d'un avec les trucs comme ça. Et ça, qu'on le veuille ou pas, dans le temps, ça s'essouffle plus vite qu'un Doncic ou qu'un Jokic, qui eux a un jeu, on va dire, moins voyant entre parenthèses, mais qui va être plus basé sur la technique et l'intelligence. Tu vois. Donc, peut-être c'est un mec, tu vois, là, il a quoi, 28, 29? Même pas, toi, c'est quoi, 94, je pense? Je vais vous dire ça tout de suite. De quelle année? 94, 94, ça fait 32. Hein. Non, pardon. Non, je suis fou, pardon. 98, je crois. Je crois que c'est un 4. Non, mais je suis totalement fou. C'est en 2001. Il a 24 ans. Il a 24 ans. Ouais, donc tu vois, concrètement, lui, pour moi, il devrait installer une rivalité quelque part entre lui et Wemby.
parce que c'est les deux visages de la NBA très clairement. Ils ont que 2 ans d'écart finalement. Je pensais qu'il était plus vieux que ça, moi. Mais Donc, ça fait, il est arrivé en 2020, donc ça fait quand même 6 ans dans la ligue, tu vois. Oui, il est arrivé jeune, bien sûr. Non, mais ça fait 6 ans dans la ligue, c'est-à-dire que normalement, au bout Là, de 6 maintenant, ans, il est censé rentrer dans son vrai prime, entre parenthèses, tu vois. Là, le 25-32, tu vois, c'est... Après, on est un peu dur, parce que c'est juste qu'il y a des extraterrestres autour, tu vois. Enfin, dans les autres équipes. Après, tu viens de dire, il fait sa meilleure saison. Mais tu vois, bizarrement, c'est que il fait une meilleure saison, statistiquement parlant, que l'année dernière. Mais je trouve qu'il avait plus d'impact la saison dernière. Mais je trouve que Minnesota tout court avait plus d'impact Mais l'année dernière. aussi. Mais tu vois, comme Wemby dit que, t'as vu les points là, c'est pas ce qui définit truc. Il y a des mecs qui mettent moins de points, mais ils sont plus impactants, ils sont plus. Ouais, mais l'équipe l'équipe des Spurs est beaucoup plus impactante. Quand t'as 8 joueurs qui mettent plus de 10 points dans une équipe, t'as quand même 8 joueurs qui mettent 10 points. Et quand Wemby n'est pas là, les Spurs gagnent quand même. Ouais, bien sûr. Parce que tu te rends pas compte quand t'es l'équipe d'en face. C'est plus facile défensivement de se concentrer sur 1 ou 2 joueurs que sur 5 joueurs. Ouais. Les aides, c'est pas les mêmes. Tu viens pas aider pareil. Si tu lâches le mec dans le corner, il y a une chance sur 2 qui te mette un 3 points. Ouais. Donc, ton meilleur joueur a plus d'espace pour jouer. Ouais, c'est clair. On se rend pas compte. Le fait d'avoir une équipe, même si t'as que des mecs qui marquent des 8, 10, 11 points, ça suffit pour être dangereux, tu vois. À la fin, Parce qu'on se ça fait la demande différence. en réalité les mecs là qui sont autour, qui sont pas les premières options. Ce qu'on leur demande, c'est au minimum d'être dangereux. T'es pas obligé de mettre des points. Mais si t'es dangereux, ça suffit. Ça veut dire, si moi je te lâche et je dois faire une prise à 2 sur un autre mec, faut que tu sois capable de mettre le tir une fois sur 2, tu vois. Donc, et ça, les équipes qui arrivent à le faire, c'est les équipes qui sont devant, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Tu vois. Les Spurs, ainsi de suite, tu vois. Donc, Mais de toute façon, j'ai hâte de voir parce que quand même, on oublie que Edward est comme à 2 finales de conférence d'affilée. Ces 2 dernières finales de conférence, il est dedans. Donc c'est un joueur de playoff. Donc j'ai hâte de voir aussi ce qu'il va te proposer aussi en playoff. Et voilà, peut-être que là, il fait une saison un peu plus en dessous en termes d'exposition. On va dire ça comme ça. Mais j'ai hâte de voir aussi. peut-être que cette année, ils la verront pas à la finale de conf. Bah, Ah c'est oui, ça, mais parce que oui, deux, parce que déjà, t'as pas l'avantage du terrain. Après, ça peut faire, Minnesota, c'est un peu est-ce que il faut aussi renforcer l'équipe? Après, c'est un autre débat Parce qu'ils vont jouer pendant qui, cet là été. Si c'est 3, c'est soit Denver, soit les Lakers. Bon, j'espère qu'ils vont tomber sur les J'espère Lakers. Bros et les Lakers. Parce que Denver, c'est fini. Ils jouent Ouais, Denver, c'est c'est cool. fini. Bah, voilà. Très Donc, rapidement, les gars, pour ouais. qu'on finisse, on va finir sur les coups de cœur. Je pense sur les coups de cœur, on va être unanime. Wemby, Ah oui. coup de cœur de la saison. Obligé. Des deux côtés du terrain, sur le cœur, sur son adresse, sur son aura, sur sa communication. Sur sa sur, communication. C'est juste C'est incroyable. sur le fait aussi qu'il commence, entre parenthèses, un peu à se la raconter. Parce que quand le journaliste lui pose la question, il dit qu'est-ce qui fait de vous un MVP et qu'il dit moi je suis bon des deux côtés du terrain, tu vois, c'est qu'il commence aussi à ouvrir sa bouche. Là, j'ai vu aussi, il a parlé un peu de l'environnement et choses comme ça. Il commence aussi à faire bouger des choses de l'intérieur de la NBA. Il est en train de dire voilà, je suis pas là juste pour jouer, je suis aussi là pour changer les choses quelque part, tu vois. Ouais, c'est Et vrai. ça, c'est intéressant. C'est là qu'il a un avantage sur Anthony Edwards, par exemple. Oui, oui. Parce que lui, il est assez propre pour dire ça Oui, ne ouais. va pas, ça serait bien qu'on le change. Ouais. Tu vois. Et ça, il va pouvoir le faire. Un peu comme Kobe a pu le faire, ou un peu comme LeBron a pu le faire. Il va pouvoir changer un peu des choses de l'intérieur, Ouais, la peut-être sur les mentalité. droits des joueurs, sur l'environnement, des choses comme ça. Donc, C'est quoi? C'est très intéressant ce que tu dis. Je pense que lui, là, il va être... un jour, il sera président de la ligue des joueurs. du syndicat des joueurs. Peut-être. Parce Sûrement. que la manière dont il a envie de prendre les Oui, choses oui. en main, Ouais, tu vois il ce que je veux parle dire, bien. tu vois. Mais Ouais, non, mais c'est pas ce quand on vient à Edwards, par exemple. Je sens que lui, en fait, il a envie de jouer, de gagner, de voilà. C'est ça. Et en fait, Edouard, s'il parle un peu politique interne à l'NBA, on va dire, écoute gros, règle tes problèmes à toi. Je te jure, on va Et aller après, voir ça viendra avec régler Noma, nos TMZ, après, tu ils vont vois. aller la voir. Alors qu'au NBA, ils tu vont vois, lui faire il est une full interview. je vais pas dire il est lisse, parce que lisse, ça veut dire que t'as pas de caractère. Tu vois, ça veut dire que lui, quand il s'exprime, tu l'écoutes. Enfin, tu vois que c'est un mec qui prend soin de son corps, qui communique toujours bien, qui est bien avec les fans. Il a créé un groupe de supporters. Il fait Ouais, des c'est chants vrai, c'est avec vrai, eux. c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, on se rend pas compte, Ouais. mais cet impact-là est quand même Ouais, c'est vrai. exceptionnel, les gars. Tu vois, c'est donc ça, il faut le laisser au-delà du basket pur. Et encore, on parle d'un mec qui a 22 ans et qui joue 27 ou 28 minutes par match. Tu vois, le développement à l'avenir, quand il va jouer 35 minutes, il va avoir 25, 26 ans. Les gars, soyez contents d'être français, hein, Ah, parce que c'est clair. Moi, coup de cœur, Coup de j'en ai cœur. 2. Et je disais, premièrement, j'ai Charlotte. Moi, j'ai beaucoup parlé de Charlotte. J'ai beaucoup aimé enfin, c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune, on aime bien parce que c'est le début de quelque chose. Tu sais, moi, j'aime bien les équipes quand tu vois qu'ils ont un potentiel et tu les vois petit à petit monter. C'est une équipe qui m'a plu en les regardant jouer, qu'aujourd'hui, je peux dire, je peux regarder un match de Charlotte.
Alors que l'année dernière, oublie. Deuxième équipe, Portland. Parce que Portland est 8e de conf. Personne ne parle de Portland de la saison. Mais personne. Hein. Personne. Et je dis pas que Portland est une équipe incroyable ou quoi que ce soit, mais je trouve que déjà, être devant les Clippers, être devant les Warriors, même si on sait que c'était un peu chaud pour eux, et avoir un bilan neutre ou même positif, faut quand même respecter cette équipe-là de Portland. Après, en termes de joueurs, j'ai pas forcément un coup de cœur sur un joueur en particulier, mais je trouve qu'en tout cas, ces deux équipes-là, en tout cas, c'est des équipes coup de cœur, en tout cas pour moi. Ok. Moi, j'ai un top qui va un peu vous étonner. Je vous en parlais. C'est Rudy Gobert. Okay. En top? En top, qui Ok. commence à prendre de l'âge. On a tous vu son contre là sur KD. C'est un mec qui continue à progresser, qui continue à exister dans son équipe, qui continue à faire partie des meilleurs joueurs, qui continue à défendre comme il défend. Et pourquoi je le mets dans le top? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le mettent dans les flops. Exactement. Tu vois, il est tellement décrié, il est tellement il est nul, Pour son côté machin. offensif, tout ça, y a pas de Ouais, problème. oui, parce que son contrat il le mérite pas, ainsi de suite, tu Ouais. vois. Et finalement, le mec est encore là, tu vois. Parce que tu parlais tout à l'heure d'Anthony Edwards qui est absent, qui machin. Je pense que Rudy, il a tout joué cette année. Hein. En tout cas, sur ce qu'il doit faire, il le fait. La 76, donc 76, Ouais, arrêté tu ça. vois, 76 matchs. Sur ce qu'il doit faire, Il fait son- il Et ce le que je fait veux dire, c'est défensivement, il y a aucun... qu'on dit, il y a ouais, aucun- il est son contrat, machin truc. Les gars, il a signé 5 ans. Sur les 5 ans qu'il a signé, il fait ce qu'on lui dit de faire et il le fait bien. Mm. Tu vois, Ouais, il bien prend sûr, ses sûr. rebonds, il pose ses Non, écrans en fait, contre les mecs. Sur ça, je suis d'accord. Un peu de délit de sa gueule, tout ça de ça. Bien Non, sûr. En fait, moi, mon problème que j'ai avec Rudy Gobert, moi, je veux le dire clairement. Déjà, premièrement, tu veux pas arriver après 13 ans. Regarde ta caméra. Oui, après 13 ans d'NBA où t'as 4 Defensive Player of the Year, et ça, faut le mettre à crédit, ça, je vais jamais lui enlever. Mais les lacunes offensives, en fait, il a des lacunes. Des fois, tu vois certaines actions, c'est ouais. c'est grave. Là, je suis d'accord. En fait, c'est La grave. balle où il passe au-dessus En fait, de la comment planche, là. un layup, tu peux faire un airball layup pour Rudy Gobert, toi, 2m20. En fait, tu vois, moi, c'est des trucs comme ça. Mais après, venez, on arrête de compter sur les points de Rudy Gobert. Je parle Non, pas de mais c'est ça. pas une Mais sorte- faites ça déjà, quand- il met des points. Faites ça. On a été joueurs. La balle, quand t'es en bas, t'es grand, et le mec, il rate en bas, je te promets que t'es le premier à crier. Oui. C'est ça que je Ouais, te mais dis. ça, c'est un problème de tous les grands. Oui, mais ça, quand je dis, mais t'as 13 ans de trucs, un petit hook, un petit truc, moi, c'est un petit travail. Ouais, mais hein, je suis voilà. d'accord. Bien sûr, Moi, c'est c'est ça. vrai. Non, Son vrai problème, moi- c'est qu'il peut pas jouer un post-up. Moi, ce qui m'avait dérangé aussi, c'est que par exemple, quand Rudy était pas All-Star, interview, t'es là, tu pleures. T'es là, ouais, mais je pense que on m'aime pas, je sais pas quoi. Bon, ça, c'est vrai qu'on Ouais, l'aime mais pas. c'était vieux. Ouais, C'est vieux, ça. oui, C'est- mais c'est- moi, ça commençait là. Ah, mais c'est Et relou, c'est- quand tu dis, par exemple, ouais, un Steph Curry, il peut pas, il aime pas attaquer sur moi ou quoi que ce soit. Et des trucs comme ça, moi, ça me fait rire, parce que je vois les actions. C'est pour ça que moi, j'ai tout ça, les trucs comme Gobert. Je respecte sa carrière, parce que il fait partie des gens qui Faut ont le plus respecter. gagné. Non, je respecte. C'est le mec Mais qui a moi, gagné j'aurais le plus jamais d'argent de tous les Français Ouais, qui ouais, existent en NBA. Ouais, il a fait plus de 300 millions. Ouais. Non, c'est pour ça que moi, après, je serais jamais fan de lui. Après, je Je respecte. parle pas d'être fan. Non, mais je le voilà. mets dans le top parce que Voilà. il y a de la longévité. J'aurais pu mettre Batum pareil, tu vois. Mais il y a de la longévité et encore de l'impact. Au moins défensivement. Tu vois, il aide encore son équipe à gagner. Oui. Il est encore en playoff. Tous les ans, il va en playoff. Le gars, tous les ans, il joue. Tu vois, t'es obligé de respecter un minimum. Non, Tu vois, non, c'est là où Et je surtout respecte. on peut dire ce qu'on veut, c'est que il apporte à ton équipe défensivement. Les équipes gars, sont mieux loties Il est défensivement avec meilleur Rudy défenseur Gobert de dans le truc. l'année 4 Voilà. fois. Ok. On peut lui donner 50 contrats, je sais pas combien là, tu vois, c'est... Ouais, bien sûr, il remplit. il en a fait, souvent, les gens disent ouais, mais on attaque, machin truc. C'est pas son job, on le paye pas pour ça. On le paye pour prendre des rebonds, poser des écrans, défendre dur et de temps en temps aller mettre un alley-oop quand on lui balance la balle. C'est ce qu'il fait. Tu vois, après c'est sûr, hein, si vous voulez qu'il fasse du Wemby ou il le fera pas. Non, c'est pas ce joueur-là. Moi, rapidement, un petit coup de cœur, un joueur dont j'ai apprécié la saison. Une saison pourtant dans une équipe, voilà, là où c'est pas très facile. C'est pas facile du tout même. Cooper Flag. Non. Mhm. Rookie, j'ai bien aimé sa saison Bien, avec bien. les hauts et des bas, les difficultés, etc. Bien. etc. Mais il finit avec il y a 21-2, 6-7 et 4-6. Il fait une vraie saison rookie. Hein. C'est une vraie saison, franchement. ouais. Rookie l'année ou pas? Ou, Ouais, il a de la concurrence avec Naples. C'est avec Naples je pose la question. et Edgecombe, non? Non, juste que Naples, en vrai. Ça joue entre les deux. Non, moi je pense que ça sera lui. Moi, Bah, je par pense rapport au déjà bilan, ils sont bon. obligés. Oui, même déjà ils vont respecter le fait qu'il est numéro 1 de la draft quand même. Tu vois, et en général c'est un peu une suite logique entre Pour parenthèses. pas se désavouer complètement. Tu vois, on peut pas se dévouer. Et même,
Je veux dire, autour, c'est compliqué, les gars. Ouais, mais en fait, pour moi, ce duel-là, entre Knoppel et Flag, en plus, c'est deux potes, hein. C'est deux potes, ils ont joué ensemble à Duke. Ça me rappelle un peu le duel de rookie entre LeBron et Carmelo. C'est, en gros, c'est deux joueurs où t'as le numéro 1 et t'as un numéro Cooper Flag, je sais plus, il a été drafté combien, mais, bon, il a été drafté un peu après. Quatrième, Knoppel a été quatrième, à peu près comme Carmelo a été drafté cinquième, LeBron premier. Des stats qui suivent un peu, hein. Cooper, il a fait un terme parce qu'on sait qu'il a explosé en fin de saison, là, des matchs à 45, des matchs à 50. Knoppel a 18 points. Knoppel fait le play-in. Pas Cooper Flag, LeBron faisait pas les playoffs, Carmelo faisait les trucs. Et il y a aussi le truc là où, en termes de popularité, en termes de marque, je sais que t'aimes beaucoup ça, justement, en termes de marketing aussi, Cooper Flag, c'est aussi le nom, c'est celui qui est censé porter. Maintenant, qu'est-ce que t'es en train de dire? T'es en train de dire que, en réalité, Carmelo Anthony devait prendre le rookie de l'année. Mais moi, je suis pas contre qu'un Carmelo gagne le truc. Non, mais il devait le prendre en réalité. D'un Non, point mais de vue, c'est pour ça que je dis, moi, tu me connais, moi, je suis un pro LeBron. Mais, ce que je dis, c'est que en soi, moi, j'ai pas de problème à dire que Carmelo, s'il avait gagné le rookie de l'année, c'est pas déconnant. c'est pas un scandale. C'est pas un scandale, mais pas du tout. Mais Carmelo est meilleur scoreur que LeBron cette année-là. Il va en playoff. Et, tu vois, après, on sait très bien qu'au rookie de l'année, on compte pas trop le bilan parce que t'es censé être dans des équipes un peu faibles. Oui, forcément. C'est ça. Mais, c'est un peu ce duel-là où c'est deux potes, en fait. LeBron et Carmelo, c'est deux potes. Depuis 3 mois. Et Flag, c'est deux potes qui ont montré que ça allait être les visages de la NBA les années suivantes. Ils l'ont été. Carmelo un peu moins, mais ils l'ont été. Je pense que Cooper Flag va gagner en termes aussi de popularité. Je pense qu'on va vouloir lui donner à lui plutôt qu'à Bien sûr. Parce que, en réalité, tu parlais de marketing. Pour moi, l'un des futurs visages de la NBA, c'est lui. Oui. Parce qu'on parle de lui déjà quand il était en université. Il était annoncé numéro 1 et il a été numéro 1. Il met des points, il met 20 points par match, ainsi de suite. Il a fait quelques cartons. Ouais, il ne mérite pas. Et même, en fait, il a mis il est malin, parce qu'il met les cartons sur les derniers matchs. Donc, juste avant les votes, là où les prix sont marqués, quelque part. Ouais. Donc, tu vois, je vois pas comment ça peut lui échapper, là. Et même, de toute façon, c'est mérité, il y a pas de scandale. C'est pas comme si c'était que du marketing et il faut que ça soit lui. Ouais, mais tu vois, il y a égalité et puis en termes d'image, il est un peu devant, tu vois. Donc, mais l'un ou l'autre, c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Mais Cooper Flag le prendra pour moi. Oui, et même, après, c'est une option offensive qui est meilleure que l'autre dans son équipe, entre parenthèses. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il touche la balle avant, entre parenthèses. Oui, tu vois, c'est un collectif. voilà, Oui, il amène la balle, alors que l'autre, il crée plus, quoi. Ok. Écoutez, les gars, on aurait pu en rajouter, on aurait pu en faire moins. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette émission. Bilan de la saison. Pour moi, il est plutôt mitigé. Il y a des très bonnes choses. Il y a des très mauvaises choses parce que on n'a pas parlé, par exemple, du scandale du gambling. Oui, début de saison. Du gambling avec début de saison qui a carrément occupé et gâché pour moi le début de la saison dans sa rayonnance. Mais voilà, il y a plein d'histoires passionnantes qu'on a pu évoquer. Donc merci les gars. Aladin, merci beaucoup. Merci à d'être toi. venu. Franchement, c'est super cool. On va enchaîner avec un prolongation que je vous invite à regarder parce qu'il va être très intéressant. Je vais pas vous spoiler. Allez le voir quand il sortira dans quelques jours. Merci beaucoup et on peut te rejoindre sur quel réseau? Instagram, Coach Aladin, vous trouvez facilement, je pense. Okay. Donc Instagram principalement, vous me trouvez facilement. D'accord. C'est tout. J'étais obligé de te la faire. Jasmine, tout ça. On voit, y a pas de souci. J'ai l'habitude, ça m'apprend la répartie. Je sais, t'inquiète pas. Ouais, Alexandra, enfin, bref. Mills, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. De rien. Là, pour l'instant, c'était voilà. Donc, c'est normal. Abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur le compte Temps Mort Show, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, et partout. Si vous nous voyez, Mills, DJ Flexta, Ali, Angelo Sagarakis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très, très, très important. On a besoin d'abonnés. Voilà. L'idée, c'est de faire les 100 000 cette année. Hein? Ça date par le véritable, d'ailleurs. On va faire par le véritable, donc, big up à nous, ouais. Voilà. Mais un peu plus de sourire, quand même, hein. Non, mais merci. je souris. Merci beaucoup. Allez, peace.